Eh oui, gros événement parce que j'ai l'honneur de pouvoir présenter une séance de cinéma sur un de mes films préférés. Et oui, voilà, le 12 septembre, Almost Famous en 4K, version Untitled. J'en avais parlé dans la vidéo du mois de juin, je crois. Et j'ai réussi à faire en sorte que ça se fasse avec le Club de l'Étoile. Ça va être une projo de ouf. Je présenterai une vidéo en avant-première là-bas. Il y aura plein de trucs. Ce sera vraiment une belle soirée. N'hésitez pas à aller checker pour réserver vos places. Ça me ferait trop plaisir que vous soyez là. En plus, on pourra boire des bières et discuter après. Et voir un des meilleurs films rock de tous les temps. Et clairement le meilleur film de son auteur. Voilà, donc franchement, si vous avez moyen d'être là le 12 septembre à Paris, au Club de l'Étoile, pour aller voir la version 4K Untitled Cut d'Almost Famous, première fois de tous les temps qu'elle est diffusée en France, cette purée de version, et ben je serais trop heureux. Donc, n'hésitez pas à aller checker, prendre vos places, les liens sont dans la description, peut-être que j'arriverai à faire une annotation quelque part. Voilà, franchement, c'est la première chose que j'ai envie de vous dire sur cette vidéo, c'est réservez vos places et soyez là le 12 septembre. Ok, maintenant qu'on a passé cette petite annonce, mais ça va revenir parce que Cameron Crowe, on va en parler forcément dans cette longue vidéo. Longue vidéo, oui, parce que j'ai essayé de parler des films que j'avais vus cet été. Donc il n'y a pas un mois, il y en a 2. Waouh, c'est énorme, donc préparez-vous à entendre parler de cinéma sur plusieurs heures. Voilà, petite vidéo détente, vous l'écoutez en 10, 12, 20, 25 fois si vous voulez, pas de problème, vous mettez 2 minutes par jour pendant 2 mois peut-être, ça peut marcher. C'est le principe de ces petites vidéos entre vous et moi comme ça, à la cool, à la cool. J'ai passé un bon été, écoutez, l'été se termine doucement, et c'était un été studieux et familial, donc j'ai travaillé, j'étais en famille aussi. Ce qui fait que j'ai pas eu énormément de films actuels, j'ai pas été beaucoup au cinéma, j'ai vu beaucoup de films pour enfants, vous allez le voir, on va en parler. Voilà, et finalement c'était plutôt agréable. Mais maintenant on reprend un peu le cours des choses. J'irai plus au cinéma, il y aura plus de critiques que les années précédentes, vu que le Covid est doucement derrière nous, Inch'Allah, je sais pas comment on dit. Bref, voilà, écoutez, on va pas tergiverser plus longtemps, et on va donc commencer cette longue vidéo pour parler des films que j'ai vus cet été. Alors, je vais tout de suite éliminer les films dont j'ai déjà parlé en vidéo, que j'ai vus en salle. Donc, on a eu Black Widow, dont j'ai parlé dans le podcast du MC, du Marvel Initiative Podcast, et j'ai fait une critique, en plus. On a Benedetta, dont j'ai fait une critique sur la chaîne de David The Film Talker, donc allez voir la critique avec Merej et David, on a parlé du film, mais vu que j'en ai pas parlé sur ma chaîne, je vais quand même me permettre un mot sur Benedetta, mais ça va être, on va dire, en plus court, ce que j'ai dit sur la chaîne de David. Moi j'ai vraiment bien aimé, il y a quelque chose qui maîtrise très très bien Verhoeven, c'est le rapport à l'ambiguïté, au fait de pas réellement donner des réponses, et c'est quelque chose qui était très intéressant dans Total Recall, et que là, il arrive à faire pareil avec Benedetta. Il y a plusieurs interprétations, le film est beaucoup moins sulfureux et graveleux, pas graveleux, mais un peu sulfureux et torride que ce qu'on aurait pu croire, c'est vraiment plus une enquête et le parcours d'une femme assez compliqué à cerner. Il y a 2-3 moments qui m'ont un peu perturbé dans Benedetta et dont je serais intéressé de discuter avec ceux qui ont adoré le film ou qui justement n'ont pas aimé. Mais ça restait un film qui m'a bien happé, très bien interprété. C'est pas un film en termes de mise en scène qui te balance des choses extraordinaires dans la tronche, mais justement, il y a un côté très posé, très calme, qui rend cette espèce d'enquête policière encore plus rigoureuse. Et j'aime beaucoup en fait le point de vue. Et le point de vue est vraiment bien fait, aussi bien dans le côté enquête que même dans le côté un peu luxure. C'est un point de vue assez intéressant. Parce que il adopte une distance qui est très juste, je trouve, qui rend pas les choses libidineuses, qui fait pas du voyeurisme, mais qui arrive quand même à montrer les choses de manière assez crue, et à la fois de réussir à générer de la tendresse et de l'amour entre les personnages. Donc bien fait, beau travail de Verhoeven, histoire intéressante. Voilà, allez sur la chaîne de David The Film Talker pour entendre une critique un peu plus complète, et surtout avec un échange d'argumentaires, vu qu'on était 3. Voilà, c'était pour Benedetta. J'ai vu quoi d'autre dont j'ai parlé? Comment je suis devenu un super-héros? J'ai fait la critique sur ma chaîne, donc on va pas en reparler ce soir. Et je crois qu'il y en a une dernière. Et oui, il y a Titan aussi, dont j'ai fait la critique sur ma chaîne. Il y a également Fast and Furious 9, dont j'ai fait la critique sur ma chaîne. Donc, que j'ai plutôt bien aimé. Je suis le seul débile à avoir aimé ce film, mais c'est pas grave. Et il y a aussi Mess Bass, de mon copain Baptiste Drapeau, dont j'ai parlé sur ma chaîne. Voilà, ça c'est pour les films dont j'ai parlé. Donc on va pas parler de cela ce soir. Non, donc là ça fait
Ça évacue un gros peloton de films, ce qui est pas mal, Je vais commencer par parler d'un événement auquel j'ai assisté au début du mois de juillet. Donc, on rembobine, retour arrière. Début du mois de juillet, il faisait toujours moche, non, en vrai, il a pas fait trop moche là où j'étais. J'ai été invité au Festival de La Rochelle, le festival du film de La Rochelle, en tout cas le festival de cinéma, qui s'appelle le FEMA. Et donc j'ai été invité pour 2 jours, et c'était extraordinaire. J'ai adoré le week-end que j'ai passé là-bas, c'était un truc de dingue. Donc le principe du festival de La Rochelle, c'est que c'est pas un festival avec une compétition, ce qui est assez rare, mine de rien, donc on n'est pas comme Cannes. Et c'est aussi un festival qui donc a mise beaucoup plus sur le patrimoine, même s'il y a quand même des sorties, des avant-premières de films, et des sorties de films récents, enfin voilà, il y a quand même des choses autour de l'actualité du cinéma, mais c'est aussi beaucoup de patrimoine, dans des conditions extraordinaires. Je veux dire, les copies sont géniales, c'est des copies beaucoup de copies en 35 mm, ce qu'on voit plus souvent quand on va au cinéma normalement, et en plus les salles sont vraiment très belles, et la ville est parfaite pour accueillir ce type d'événement, parce que c'est concentré dans un tout petit endroit, autour du port, et la ville est hyper agréable. Et donc vraiment, si vous avez l'occasion de faire un festival l'année prochaine, celui de La Rochelle est un très bon, franchement une très bonne adresse à faire, parce que déjà c'est au début du mois de juillet, fin juin, début juillet, donc il fait beau, vous êtes à La Rochelle, si vous connaissez pas cette ville, c'est l'occasion aussi. Et donc ils ont une sélection de films, on verra l'année prochaine, mais cette année c'était passionnant, parce que ils avaient donc des rétrospectives Rossellini, René Clément et le dernier zigoto de la bande des 3, c'était Piala, évidemment, parce qu'ils ressortent des films aussi cet été, Piala. Donc il y avait tous ces réalisateurs que vous pouviez aller voir, et ils avaient aussi après des journées thématiques, et moi je suis arrivé au moment où ils faisaient la journée Michael Cimino, avec, je crois qu'ils ont diffusé quasiment tous ces films dans la journée. Donc c'est la première chose dont on va parler ce soir, c'est de Monsieur Cimino. Voilà, Michael Cimino, réalisateur américain, donc qui a commencé sa carrière avec Le Canardeur, film avec Clint Eastwood, qui n'a pas une carrière extrêmement prolifique en termes de films, c'est-à-dire qu'il doit avoir 6 ou 7 films, grand max, j'ai pas envie de dire de bêtises, et surtout, c'est un réalisateur assez mystérieux, qui a réalisé Le Canardeur, et qui, après Le Canardeur, a fait ce que tout le monde considère être son chef-d'œuvre, Voyage au bout de l'enfer, avec Robert De Niro et Christopher Walken, sur la guerre du Vietnam. C'était vraiment un film... c'est un film choc, très dense, très long. Et après, il a fait... Donc ça a été... Il a reçu un Oscar, ou 2 même. Bref, ça a été vraiment... c'est son chef-d'œuvre. Après ça, il a fait Les Portes du Paradis, le fameux western qui a failli faire faillite à United Artists, et qui a potentiellement mis fin au Nouvel Hollywood. Voilà, l'histoire, vous devez sûrement la connaître. C'est un film avec un budget qui a dépassé totalement son budget prévisionnel, qui a été un flop, qui a été détesté par la critique, qui a été vraiment un film extrêmement... compliqué dans sa sortie et dans sa faisabilité même, et qui a un peu cassé Cimino, c'est sûr, parce que le film il en était quand même fier, et il s'est fait défoncer. C'est un western assez particulier, hein. Moi j'ai eu la chance de le voir en salle il y a de ça 4 ou 5 ans, et c'est vrai que c'est une expérience de ouf, hein. Ça dure 3h40, et c'est vraiment en fait ça parle d'une période très particulière de la conquête de l'Ouest, et surtout ça dénonce totalement c'est quoi le terme, la xénophobie du peuple américain colonial, qui était prêt à massacrer des gens pour obtenir des bouts de terre, et construire des trucs à certains endroits, et pas qu'avec les Indiens justement, ou les natifs américains. Voilà, donc c'est un film assez critique, et je pense que c'est aussi pour ça qu'il s'est fait défoncer, c'est parce qu'il montrait une phase très sombre de l'Amérique, dont on parle pas souvent, et de manière très brutale, et dans une énorme fresque. C'est un film assez impressionnant, et je crois, si je dis pas trop de bêtises, après Heaven's Gate, donc Les Portes du Paradis, il a fait L'Année du Dragon, qui est un polar
hard-boil, vraiment hard-boil, pur jus, avec détective en impair noir et tout, avec Mickey Rourke, qui se passe donc à Chinatown, à New York. Et c'est une enquête policière avec tout un rapport avec un flic qui est vraiment est au bout du rouleau, qui va s'associer avec une journaliste pour essayer de démanteler un réseau interne de mafia dans la pègre chinoise. Et bon, là je l'ai... Voilà, et donc le principe. Et après il a fait d'autres films que je n'ai pas vus, mais bon, ça a été son dernier grand film, je pense. L'année du dragon. Et donc à ce festival de La Rochelle, en une journée, j'ai eu la chance de voir 2 de ses films. J'ai eu la chance de voir Le Canardeur, que j'avais jamais vu, que j'avais en Blu-ray, et donc que j'ai découvert. Alors donc Le Canardeur, c'est quand même avec Clint Eastwood et avec Jeff Bridges, et les deux ils sont extraordinaires. C'est un road movie, donc vraiment road movie pur et dur, et c'est aussi un des premiers trucs avec Cimino, parce que là je parle rapidement de Cimino, c'est pas un réalisateur dont je connais tous les films, mais vous allez comprendre pourquoi, j'ai plusieurs choses à dire dessus, et ceci est alimenté par des visionnages que j'ai eu récemment aussi. C'est un réalisateur qui sait filmer les paysages américains. Ça, c'est vraiment le premier truc qui saute aux yeux dans les films de Cimino, c'est ce rapport au paysage, ce rapport à la terre américaine. Et dans Thunderbolt et Lightning, qui est le nom original, Le Canardeur, c'est le premier truc qui choque, c'est ce premier plan, on est sur les plaines quasiment à perte de vue, on bascule sur une église, on pose au milieu de nulle part, et bon, bah, il se passe une scène, il y a un tueur à gages qui rentre dans l'église, le prêtre, c'est Clint Eastwood, il se fait tirer dessus, il s'échappe dans des champs de blé à perte de vue, hop, il percute une bagnole, et dans la voiture, il y a qui? Il y a Jeff Bridges, qui est un gars comme ça qui vient de chourrer la bagnole, et les deux vont partir en cavale pour essayer potentiellement d'aller retrouver un magot qui est planqué quelque part, et ils ont des gens à leur poursuite, et donc c'est une espèce d'errance un peu dans ce Midwest américain. Et le mec, bah, rien que ça, il arrive à te le filmer de manière extraordinaire, quoi. Ce paysage qui entoure perpétuellement les comédiens, tous les lieux qui filment sont magnifiés, et t'as une espèce d'image d'Épinal, mais à la fois réaliste, des paysages voyagés. Et c'est vraiment très très impressionnant. Moi, c'est vraiment ce qui m'a marqué. Après, pour ce film-là, Le Canardeur, bah, c'est surtout le discours qui est assez impressionnant. Sur ces 2 générations, donc on est à une époque charnière, on est à la fin des années 70, milieu des années 70, on est plutôt à la fin des années 60, de ce qu'on appelle les années 60, tu vois, avec le Flower Power, les époques hippies et tout, et donc on sent vraiment 2 époques en train d'évoluer. Enfin, il y a 2 personnages, Clint Eastwood qui joue un peu le mec plus vieux que, en tout cas, Jeff Bridges. Et Jeff Bridges, bah, il appartenait normalement à cette jeunesse décadente, mais il sent qu'il est même plus à sa place. Et il y a un rapport de génération qui est étrange, et qui ne joue pas sur genre le très vieux et le très jeune. Ça joue peut-être sur 15 ans entre les deux, ça suffit, ou 10 ans même. Et ça suffit à créer ce décalage de génération. Et il y a un beau discours là-dessus que je trouve assez intéressant. On est sur du Bonnie and Clyde pur et dur, hein. Franchement, c'est 2 personnes qui font des casses, qui élaborent des magouilles, et qui sillonnent les États-Unis. Bon, voilà, il y a des moments, c'est un peu flottant, c'est un peu absurde, ça mélange la comédie, ça mélange le braquage, le road movie, enfin, c'est un gros tout. Mais il y a vraiment une espèce de puissance mélancolique qui s'en dégage, qui rend le film finalement assez happant et presque hypnotisant. Et bon, bah, on sent quand même le cinoche de Cimino dans celui-là direct, même si évidemment il ira beaucoup plus loin, et il éclatera tout ça dans Voyage au bout de l'enfer un peu après. En tout cas, de découvrir Le Canardeur en salle, ça a été une expérience assez dingue. Copie 35 mm, quoi. Non mais tu vois, déjà rien que l'image qui scintille. Je suis pas forcément un partisan, moi, de la péloche hors diffusion et tout. Je suis très content de découvrir le film dans des bonnes copies numériques, et il n'y a pas de problème. Et d'ailleurs, le 4K de Almost Famous, il va être magnifique, et ça va être du numérique, mais justement 4K, ça va être extraordinaire. Mais j'avoue que de temps en temps, retrouver ce grain péloche, cette diffusion péloche, cette espèce de sentiment de l'image et tout, et bah, c'est quand même, ça fait quelque chose, parce qu'on n'y est plus habitué, et ça renvoie à des années de cinéma d'avant, et finalement, pour des films un peu nostalgiques comme Le Canardeur, c'est pas une mauvaise chose. Mais je l'ai re-regardé en Blu-ray depuis,
voilà, pour un peu m'amuser avec l'expérience salle et l'expérience Blu-ray. Le film est très agréable à regarder dans les deux formats. Et oui, et le même jour, j'ai donc vu L'Année du Dragon, et là, pour le coup, c'était une découverte. Et j'ai pris une énorme claque. Là, franchement, là, je suis sur un des meilleurs films que j'aurais découvert cette année. Donc L'Année du Dragon, on est on est sur un film qui te pose une ambiance et une atmosphère immédiatement de par ce décor. C'est un film qui a été tourné en studio. Tout Chinatown est reconstitué en studio. La démesure du machin, mais la manière dont il le filme, c'est d'une puissance. Ça te met tout de suite dedans. Et t'as des personnages qui sont ultra campés, qui ont tous un look, un design. Il y a vraiment une étude graphique dans le film qui te saute aux yeux. Moi, c'est ça qui m'a happé, c'est cette espèce de cachet graphique où chaque plan a de la gueule, chaque personnage a une allure, a une esthétique, a une silhouette, un truc qui les ancre dans le pop, quoi. Enfin, dans le... Ouais, ça t'imprime la rétine, quoi. C'est ce film, rien que les images, la couleur, la lumière, c'est assez grandiose. Est-ce que je suis pas flou depuis le début un peu? Non, ça va, j'espère pas. Et donc, ça a été une vraie claque, le Canardeur. Pardon, ça a été une vraie claque, L'Année du Dragon, justement, parce que, en plus, je trouve que l'histoire est très fluide, elle est dense, on est sur vraiment une épopée mafieuse, et on est, encore une fois, sur ce personnage un peu chiminien, qui est un mec qui est pas dans son époque, quoi. Enfin, qui rêve d'une époque révolue, quoi. Et c'est ça, le personnage chiminien, en fait, parce qu'on est sur Mickey Rourke, qui se rêve de cette époque où la police pouvait régner sur un quartier, où même il y avait un peu de racisme, mais qui servait peut-être à mettre, tu vois, enfin, ouais, à faire que les peuples immigrés fassent pas n'importe quoi. Enfin, il y a un truc où le personnage, il rêve d'un passé qu'il n'a plus et qu'il essaye de courir, de rattraper désespérément. Et ce passé-là, c'est la gloire de l'Amérique, finalement. C'est l'Amérique un peu flamboyante, quoi. Et le film parle un peu de ça, mais totalement en sous-texte, avec une enquête extraordinaire, avec des persos grandioses, comme je l'ai dit. Et c'est vraiment un film d'ambiance pure et dure, avec un Mickey Rourke. Moi, honnêtement, je pense que c'est de très très loin son meilleur rôle. Enfin, je veux dire, là, il n'y a même pas... j'arrive même pas à prendre un autre rôle en me disant, ouais, peut-être celui-là. Non, là, il est mais colossal. Dans sa physicalité, dans sa stature, même dans son phrasé, dans ses regards. Il a tout à jouer, et il défonce, mais tout. C'est-à-dire qu'il passe de plein de registres différents. Enfin, c'est vraiment, mais... moi, je l'ai trouvé extraordinaire, quoi. Et donc, le film m'a mis une énorme claque. Il y a des plans qui m'ont marqué très longtemps. À un moment, la fille, il y a une journaliste à qui il enquête un peu, et elle est dans un loft qui donne sur New York. Le loft est bleu, et ils sont en silhouette devant cette baie vitrée. Enfin, et c'est des images, mais de fou. À un moment, tu as aussi une scène dans les égouts, enfin, dans l'espèce de, pas d'égout, mais de culture de soja souterraine. Et pareil, il évolue avec sa lampe torche, c'est la boîte du Blu-ray qui est comme ça, c'est l'affiche. C'est même l'affiche, en fait. Et il évolue avec sa lampe torche, et tu as sa silhouette en pénombre avec la torche. Enfin, c'est vraiment tu vois, ça prend le hard-boil, le détective hard-boil, mais ça te l'esthétisme et ça lui donne un cachet ultra, j'ai envie de dire moderne, parce que je pense que pour l'époque, ouais, ça devait avoir clairement un temps d'avance en termes de langage visuel, et après, tu vois que ça a été repris dans plein d'autres trucs, cette esthétique-là, c'est un truc de dingue. Et pareil, à un moment, il y a les plans où il y a un flic qui parle à d'autres flics, ils sont tous en rang, et t'as la caméra qui traverse les lignes de flics, comme ça crée des parallaxes dans tous les sens. Ouf, un grand film, dur, hein, c'est pas un film léger, mais justement, encore une fois, on est sur un beau périple. C'est pas un film très long non plus, hein, il dure 2h20 et quelque chose comme ça. Et je vais me le refaire en Blu-ray, là, parce que, encore une fois, copie 35, et j'ai envie de le revoir en HD, un peu pour voir aussi la différence. Peut-être que là, le contraste sera plus appuyé sur ma télé, et justement, les images vont encore peut-être mieux ressortir, je verrai. En tout cas, voilà, énorme découverte. Donc, c'était 2 films de Cimino que j'ai eu que j'ai eu la chance de voir au Festival de La Rochelle, et j'ai pu voir un autre film qui concerne totalement Cimino, qui sort bientôt, qui est un documentaire de Jean-Baptiste
Jean-Baptiste Toré, voilà, qui s'appelle Michael Cimino, un mirage américain. Alors, il y a un documentaire de 50 minutes, je crois, sur Arte, qui est tiré de ce documentaire-là. Mais ce documentaire que j'ai vu, qui va sortir en salle en novembre, il dure 2h20, je crois. Enfin, c'est très très long. Et donc, bah, c'est Toré qui, en fait, a fait un parcours, un bout de route avec Michael Cimino il y a peut-être 10 ans de ça, ouais, juste avant que Cimino meure, finalement. Et il l'a enregistré à l'audio. Et donc, en fait, et ce film, il retourne dans les endroits dans lesquels les films de Cimino ont été tournés, principalement Voyage au bout de l'enfer, pour parler aux gens, essayer de décrire l'expérience que c'était le tournage et ce que ça évoque pour la ville, qui est une ville qui n'est pas la ville du film, mais qui est une ville assez similaire au film, sur ce rapport avec les Américains, le rapport au prolétariat, au travail parce que c'est des mineurs dans le film c'est des mecs qui bossent à l'usine, des mineurs ou des mecs qui bossent à l'usine, je sais plus, dans Voyage au bout de l'enfer, et donc de faire un parallèle entre les personnages réels, les personnages de fiction, le tournage, ce que ça apporte aux habitants. Et après ça, il évolue et il parle des films de Cimino avec la route, le paysage. Et il y a après même des réalisateurs comme Oliver Stone qui a collaboré avec Cimino et par exemple Tarantino. Il y a plein de gens qui viennent un peu témoigner de leur regard sur le cinéma de Cimino. Donc c'est extrêmement dense. C'est un peu long. Enfin, honnêtement, je trouve ça un peu particulier comme film parce qu'on est vraiment sur... on est sur une errance, quoi. Une errance, c'est-à-dire que le film, il erre à essayer, dans l'Amérique, à essayer de retrouver la trace d'un réalisateur disparu. Et tu as des moments très intéressants, des moments très, 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 très forts, mais des fois, c'est assez difficilement illustrable, ce qu'il montre, justement. Donc, parce que c'est juste... les vrais moments de grâce, c'est le moment où Cimino parle. Et ça, c'est illustré avec des images de route ou des images de ses films. Mais... il manque une dimension peut-être en plus qui m'aurait vraiment happé et fait que j'aurais adoré, quoi. Et en effet, c'est un peu long. C'est un peu long. C'est marrant parce que Tarantino, il intervient, mais il n'a pas grand-chose à dire. Ce qui est assez étrange, parce que d'habitude, c'est le genre de gars qui est capable de parler non-stop sur n'importe qui, mais là, tu sens qu'il n'est pas en grande forme. Je pense que j'ai pas vu la version d'Arte, mais je pense que la version d'Arte de 50 minutes doit être très intéressante parce que un peu plus condensée et efficace. Là, j'avoue que tu sens un peu Toré qui s'est fait très plaisir avec ce voyage, avec le fait d'essayer de faire des parallèles avec des gens de la vraie vie, avec des habitants actuels, et d'essayer de parler finalement de la déliquescence, du délitement de l'Amérique et surtout de la classe moyenne ou même des classes populaires, quoi, et même de la culture américaine un peu. Cette espèce d'amoindrissement et du fait que il y avait quelque chose de la stature des hommes qui s'est peut-être perdu avec le temps. Depuis que et Cimino a toujours essayé de retrouver ça, de retrouver l'Amérique un peu de John Ford, avec ces personnages qui ont un rapport assez noble au monde et qui se laissent pas marcher dessus et qui ont une espèce de droiture qui va au-delà de la morale. Enfin bref. Donc c'est intéressant de toute façon de voir deux films de Cimino dans la même journée et de voir ce documentaire avec en plus Jean-Baptiste Toré qui présentait les films de Cimino durant le festival et qui présente son documentaire. J'ai fait une journée de Cimino, c'était grandiose. Donc énorme journée au Festival de La Rochelle. La veille, au Festival de La Rochelle, j'avais aussi découvert de Rossellini Berlin, année zéro. Alors là, je suis arrivé au festival le soir, boum. Je me suis... Allemagne, année 0, pardon. Donc t'arrives, tu vois ça. Allemagne, année 0, je sais pas si vous l'avez déjà vu, messieurs, dames. Mais... oh là là. Oh la déprime, mon gars. Déjà, le film, il est tourné, donc Rossellini en 1948. Donc tourné en 47, 6, un truc comme ça. Et le film, il est tourné à Berlin. Dans les rues et tout. Enfin, on est sur justement le néo-réalisme italien, mais qui se passe en Allemagne. Donc ça a tourné en allemand et tout ça. Hein. Et là, j'avoue que tu prends une douille juste par le mec qui fout sa caméra dans une rue de Berlin dévastée. Le décor, quoi. Et ouais, ça te dépeint la vie
la vie de cette ville à ce moment-là, avec, enfin, c'est très rude, hein, c'est déprimant. Mais c'est un film à voir parce que tu peux pas rester de marbre face à ce qui se passe, face à ce que tu vois, face au délitement d'une société qui était quelques années avant, qui avait ce sentiment de grandeur quasi infini. Donc c'est tout ça qui est mis en boîte, c'est cette espèce de sentiment d'inutilité immédiat et tu vois, et de réduction à néant d'un peuple qui s'est vu beaucoup trop fort, beaucoup trop vite. Euh, et il n'y a pas de... Enfin, il n'y a pas vraiment de pointage ou de jugement sur eux, tu vois, vis-à-vis du nazisme et tout ça. C'est, c'est pas du tout ce que le film fait, quoi. Et c'est vraiment plus un film sur les gens les gens, quoi, qui se retrouvent à avoir vécu ça, avoir été le pays perdant, qui ont une ville qui veut plus rien dire, qui ressemble plus à rien, qui galèrent à trouver n'importe quelle denrée, les filles qui sont obligées d'essayer de fricoter avec des officiers américains ou français ou russes pour réussir à... Enfin, c'est tout ce qui leur reste, quoi, pour essayer de gagner un peu de sous, de gagner des trucs pour après les revendre, des familles qui se logent à 25 dans des apparts qui se font loger par des gars qui les exploitent, alors que juste avant c'était des gens importants, même des officiers, des trucs comme ça. Et on suit tout ça par le regard d'un gamin qui a une relation très bizarre avec un ancien de ses professeurs, très bizarre, deux doigts de la pédophilie, j'ai pas tout compris. Enfin, en tout cas, le professeur est très creepy. Mais voilà, et c'est déprimant à mort, mais c'est un grand film parce qu'il y a un moment où le mec il a posé sa caméra où il fallait, au moment où il fallait pour te prendre au vif, et il a capté une forme de... c'est con, mais c'est encore cette histoire de on appelle ça le cinéma vérité, quoi. Mais c'est vrai que là, tu peux pas... Enfin, c'est indéniablement ça. Mais c'est limite la matrice du cinéma vérité, et tant mieux. Enfin, parce que ça te le prend à des moments où la vérité, elle est... Tu peux pas la tricher, quoi. Elle est là, à chaque building défoncé, elle te tape à la gueule, quoi. Et ça, mine de rien, c'est un cinéma qu'on voit plus beaucoup. On en voit, si tu vas dans les pays qui ont vécu des drames, tu vois, j'imagine que vous avez peut-être eu des films syriens tournés depuis quelques années, qui pourraient avoir cette espèce de cachet immédiat de « Putain, bah ouais, merde, ah ouais, putain, ça ressemble à ça, quoi ». Et c'est fort. Voilà, Rossellini, bravo monsieur, bravo monsieur. Bravo monsieur, donc ça encore une fois, grâce à la Festival de La Rochelle. Je suis pas resté longtemps du tout, je suis resté 2 soirs, mais je suis arrivé tard le premier soir et je suis reparti très tôt le troisième jour. Donc en fait, j'ai fait une vraie journée où j'ai pu voir 2 films de Cimino, plus une espèce de ribambelle de court-métrage en stop motion. J'ai pu acheter des bouquins, discuter avec plein de gens, parce qu'en plus le festival est très bien fait, on peut discuter vachement facilement. Et donc, je remercie énormément Arnaud de m'avoir permis de venir à ce festival, parce que c'était vraiment un énorme moment, et j'y retournerai, mais alors avec un plaisir énorme l'année prochaine. Je vais essayer de ramener des potes et ramener des gens pour y aller ensemble, parce que franchement, se faire un petit week-end là-bas pendant le festival, ça peut être un très très bon délire. Voilà. Dans les films que j'ai vus au cinéma, sans en avoir parlé sur ma chaîne, il y en a 2. 3. Il y en a 3. Purée, il y en a 3. Il y a Annette, de Léo Scarax, que je suis allé voir. Alors, j'avais une rage de dents de bâtard, et le film n'a pas fait oublier ma rage de dents. J'ai eu mal pendant toute la séance, donc j'aurais pas un avis très particulier. Enfin, j'ai pas passé une séance qui me permettait d'être serein et d'être enclin à rentrer dans le film de manière, on va dire, optimum. C'est un film assez particulier, évidemment. On est sur une comédie musicale, parce que tout est chanté, sauf des séquences de one-man show. Et ça raconte l'histoire d'un couple, d'une grande chanteuse d'opéra qui est en couple avec l'humoriste un peu à la mode du moment, mais l'humoriste un peu border, pas un mec qui fait que des vannes, quoi. C'est un spectacle un peu plus... Il ressemble beaucoup à Bob Berman, dont j'ai parlé le mois d'avant avec Inside. Ce côté un peu torturé, du comédien sur scène tout seul et tout. Donc joué respectivement par Adam Driver et Marion Cotillard. Ils vont avoir un enfant qui s'appelle Annette.
Et donc, et ça va raconter un peu ce rapport à l'art et à la paternité, parce qu'on est beaucoup du point de vue de l'homme, et à la création, et ce lien avec son enfant. Dans tout ça, c'est un film très onirique, évidemment, qui est basé sur des chansons du groupe Sparks, que je ne connais pas du tout. Et c'est le premier truc, les musiques m'ont pas du tout parlé, à part la toute première du film, qui est une séquence assez rigolote en plan séquence, où tous les personnages chantent ça va commencer, quand est-ce qu'on commence, mais en anglais, avec un bon rythme, et la chanson est très bien, qui est assez rythmée et tout ça, et je pensais que ça allait être donc dans ce registre-là, un peu rock, un peu opéra rock, quoi. Et finalement, pas vraiment. Et j'ai pas de musique que je retiens après ce film. Ce qui est assez rare, parce que moi, d'habitude, s'il y a une musique chantée dans un film que j'aime bien, ou même s'il y a une musique chantée dans un film, je suis souvent très client, et je les réécoute après, j'adore, et bref. Là, pas du tout. Donc c'est le premier truc. Le deuxième, c'est que le film, je trouve, est très impressionnant dans sa création d'ambiance, d'atmosphère, dans ses plans même, au début, pendant, on va dire, une demi-heure. Et passé la première demi-heure, après, ça devient un peu redondant. Je trouve que les séquences s'étirent pour pas raconter grand-chose, finalement. Et passer un peu le début où la mise en scène te marque par plein de plans assez innovants. Je pense que c'est des plans pas innovants dans le sens, genre, il fait des trucs de ouf, hein, mais c'est justement des trucs... tu fais, ah ouais, pas mal. Il y a une séquence, notamment, où il y a Marion Cotillard et Adam Driver en moto, qui chantent sur une moto, et genre on les suit assez longtemps, donc tu sens qu'ils roulent vraiment eux sans casque et tout, et c'est un très très beau plan, quoi. C'est un plan assez marquant qui te fait dire waouh, putain, ça j'avais pas vu ça au Cinoche, par exemple, tu vois. Et voilà, et après plus le temps avance, l'enfant est joué par une marionnette, alors bon, c'est un délire, pourquoi pas, moi je trouve ça hyper compliqué en termes d'émotion, quoi, ça me casse un peu le truc d'avoir cette marionnette qui est là, qui joue le bébé, puis l'enfant qui grandit et tout. Parce qu'il y a un décalage. Oui, ça fait onirisme, mais je dirais émotionnellement, moi, une marionnette face à des humains, il y a un peu un côté grotesque qui parasite mon émotion, quoi. Voilà, il y a des séquences très folles visuellement. Toute une séquence sur un bateau avec des écrans derrière pour représenter la mer et la tempête, et le bateau qui est clairement un décor. Enfin, il s'amuse un peu de ce rapport entre réalité et fiction, évidemment, qui est assez fascinant. Mais c'est pas un film qui tient pour moi sur la longueur vraiment, et c'est un peu son défaut. Il y a Adam Driver qui est vraiment impressionnant parce qu'il fait des... Enfin, ouais, il y a des séquences de one man un peu barrées, et il y va à donf, et il est intense, quoi, vraiment intense, aussi bien physiquement, encore une fois, que comme Mickey Rourke, mais que dans le jeu. Enfin, il y a aussi une physicalité, un corps même qu'il a bâti pour réussir à incarner ce genre de rôle, et c'est assez marquant. Moi, je suis pas du tout convaincu par Marion Cotillard en diva d'opéra, mais alors pas du tout. J'y ai pas cru une seconde, mais bon, parce que je sais pas, je la connais trop, enfin, je la connais pas personnellement, mais Marion Cotillard, elle dégage un truc pour nous. Peut-être pour les ricains, je sais pas, c'est la môme, ça passe, mais je sais pas, j'ai pas du tout réussi à la trouver crédible, ou qu'elle incarnait ça de manière assez... c'est débile de dire crédible, parce qu'une actrice est crédible pour jouer à peu près n'importe quoi, normalement. Ce serait intéressant, enfin, c'est pas parce que c'est Marion Cotillard qu'elle pourrait pas faire une chanteuse d'opéra, mais même dans sa voix, dans les chansons, je suis pas convaincu. Je suis pas un grand fan de Carax, moi, en vrai. Parce que... Alors là, pour le coup, c'est peut-être le plus abordable... Non, ce que je raconte, j'en ai pas vu assez pour le dire. Mais bon, on va dire que par rapport à Holly Motors, c'était un film que je trouvais assez particulier, parce que c'était... en fait, pour moi, il tombait dans un truc qui me perturbe, qui est le... C'est-à-dire qu'on n'est pas on n'est pas que sur des choses oniriques, un peu barrées, où t'es supposé te perdre et pas trop comprendre. Enfin, tu vois, un peu comme Lynch, où tu te dis, il y a des clés, mais bon, c'est pas grave si je les ai pas toutes, et je sens que le film est plus là pour me perdre qu'autre chose, et tant mieux. Il y a ça un peu dans les Motors, mais il y a aussi tout un côté, non, en fait, il y a vraiment une vraie lecture que tu peux trouver, qui est très précise, qui raconte vraiment quelque chose, et si t'as pas ça, bah tu passes un peu à côté du film. Et donc en fait, cette espèce de tiraillement entre films qui essayent d'être viscéral, d'être onirique,
dans sa manière de se présenter, mais qui est très cérébral aussi. Moi, je suis perdu. Je sais plus quelle part... Enfin, est-ce que je dois essayer de déchiffrer le film, ou est-ce que je dois essayer de le vivre pour juste ressentir les images et les trucs. Et vu que j'ai vu que ces films qu'une fois pour le moment, à chaque fois, enfin, Only Motors et Annette, bah, je suis un peu perdu. Et Annette, pour le coup, autant il y a ce côté un peu... Il y a ce côté onirique, évidemment, mais il y a moins ce côté devoir décrypter ce que ça raconte, vu que c'est très premier degré. Enfin, oui, c'est très frontal, c'est très premier degré dans ce que ça balance. Et moi, ça m'a pas transcendé. J'ai l'impression que ça avait déjà été raconté avant par d'autres, de manière un peu plus poussée, quoi. Donc, bon, c'est, voilà, pas net. J'en ressors un peu, bon, ouais, un peu mitigé, quand même. Un peu mitigé. Dans les nouveaux films au cinéma que j'ai vu La Loi de Téhéran. Alors là, je suis le seul mec à pas me taper le cul par terre dessus, parce que mais, tout le monde, j'en ai parlé avec Merej dans un live, lui il a adoré, pour lui c'est le meilleur film de l'année. Je sais que j'ai vu passer Anthony Pazzona qui disait pareil, David The Film Talker qui disait pareil. Moi, le film, il avait été présenté par Simon Rio qui disait pareil au moment de le présenter, donc vraiment, putain, tout le monde, oh là, pardon, tout le monde autour de moi, enfin, dans les gens même sur Twitter et tout le monde est dithyrambique, et moi, putain, mais je suis totalement passé à côté, quoi. Alors, j'ai pas de problème à être passé à côté d'un film. Je pense que je dis passer à côté parce que je trouve, c'est pas du tout un mauvais film, hein. J'ai trouvé ça vraiment bien, mais voilà, sur 10, je lui ai mis 6, quoi. Je lui ai pas mis 8, 10 ou 9. Donc, parce que je pense que tous les gens dont j'ai parlé, ils auraient mis 8 ou 9 à minimum. Donc, ouais, il y a quand même un décalage, quoi, de ressenti. C'est là où je dis, je suis surpris. Et donc, je pense être passé à côté parce qu'en effet, ça fait partie de ces films où j'ai été décontenancé et j'ai peut-être pas abordé le film de la bonne manière. C'est vrai que le film commence vraiment comme un... Donc, La Loi de Téhéran, ça raconte la traque d'un dealer, d'un gros dealer en Iran de crack, parce qu'ils ont un vrai problème de crack, par un flic. Et voilà, c'est ça, le postulat de base, c'est ça. Après, et en fait, bah, je m'attendais justement à ce côté film enquête urbaine, ça commence comme ça, par une course-poursuite dans les rues. Enfin, ouais, je sais pas pourquoi, j'avais une vibe, un peu une vibe coréenne qui s'en dégageait, ce côté film très léché, mais à la fois sans concession, tu vois, assez implacable comme ça, sur un film d'enquête noire, un vrai polar urbain. Et finalement, le film bascule vers le film social et prend un parti pris qui est très couillu, mais que j'ai eu du mal à aborder justement, qui est de changer de perspective, de changer de personnage, d'inverser totalement la dynamique. Et moi, ça m'a... Wow, attends, je me suis dit, attends, mais j'ai pas du tout d'infos, j'ai pas du tout d'empathie pour ce personnage, et je suis supposé commencer à en avoir là d'un coup. Enfin, j'ai été décontenancé par la proposition, donc je pense que c'est un film qu'il faudrait que je revoie. Mais bon, il y a quand même une espèce de nonchalance dans la narration et dans la manière de gérer certains événements qui m'a perturbé, quoi. Et je veux bien mettre ça sur le coup du fait que peut-être que j'ai mal pris le film, mais quand même, il y a des espèces de sous-intrigues qui débarquent, mais alors, sorties de nulle part, catapultées comme ça. Il y a un côté très sec, très genre, bah tiens, on te balance ça, bam, tiens, d'un coup il se passe ça, hop là, et on t'avait rien préparé avant, et on te prépare pas au truc, et t'es supposé capter la balle en l'air. Donc c'est vrai que ça te demande un travail d'être assez actif, mais par moments, c'est... Ouais, je trouve que ça va presque trop vite, quoi. Ils balancent des trucs comme ça, sans les avoir trop amenés, et moi, ça m'a décontenancé, c'est le terme. Après, oui, c'est de très belles factures, les comédiens sont tous excellents, il y a une ambiance, il y a une maîtrise dans la mise en scène qui est assez dingue, il y a des images très très violentes de foule, enfin c'est surtout le rapport à la foule, parce que c'est un pays, donc il parle de l'Iran, qui a un vrai problème avec le crack, mais un problème, genre il y a peu de pays dans le monde qui ont ce style de problème-là, quoi, ils disent quoi, 6,5, enfin ils ont quasiment... Ouais, enfin ils ont énormément, ils ont plus des millions de personnes, des millions, genre plus de 2 millions de personnes, je crois que c'est quelque chose comme ça, qui sont crackheads, quoi, qui sont accros au crack, et donc qui sont des zombies sur pattes, quoi. Et donc le film parle de cette espèce de lutte vaine et totalement impossible contre ça, dans un pays où justement la police la police se déshumanise pour réussir à attraper les gens qui fournissent ça, et en se déshumanisant, bah,
ils perdent, enfin, ils deviennent des gens méprisables, et à la fois les gens qui font ça sont des gens détestables aussi, et donc en fait, finalement, il y a personne qui est... Enfin, c'est un système qui juste engendre la, la, la déchéance, quoi. Et y a aucune solution qui fonctionne, quoi. C'est un peu ce que le film essaie de raconter. C'est, bon, ça reste pas mal, je vais me le refaire, je vais me le refaire. Voilà, les gens qui, en fait, les gens qui en parlent bien m'ont donné envie de le revoir en me disant, bah vas-y, c'est trop bien. Revois-le en te disant que c'est trop bien, quoi. Et une fois que t'as compris, enfin, que t'as eu la proposition en tête, que tu sais qu'il va y avoir ces éléments-là qui vont arriver, ces changements de registre et tout ça, bon, bah, t'es préparé, maintenant tu sais, tu peux analyser la proposition plutôt qu'analyser le film en soi. Enfin, tu vois, je sais pas si je suis clair là-dessus, mais il y a des fois, tu juges un film sur ce que t'y attendais, sur ce que le film te faisait penser à la base. Tu juges pas le film sur, en fait, bah non, l'intention c'était ça. Et maintenant que je connais l'intention du film, je peux le regarder dès le départ en me disant, bah alors vas-y mec, ton intention c'était ça, vas-y montre-moi comment t'as géré, quoi. Et je pense que c'est ça, parce que tu vois, s'il y a des jeux de miroir, genre la première séquence, moi je la trouve dingue, mais j'ai du mal à comprendre la résonance avec le reste, tu vois. Et je pense que si je le revois maintenant, je me dirais, ah, mais oui, putain, mais oui, en fait. Bah, en fait, ouais, en effet, même la symbolique, elle est peut-être évidente en termes de métaphore. J'ai pas envie de dévoiler quoi que ce soit, mais ça se trouve, voilà. Donc je sens que ça fait partie de ces films où je suis passé un peu à côté. Et bah, il risque de pas être dans mon top de fin d'année, parce que avec un 6 sur 10, normalement, malgré une année pas terrible, il ne rentrerait pas dans mon top. Aïe, 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 aïe. Caramba. Et le dernier film que j'ai vu en salle, c'est The Suicide Squad de James Gunn. Bah oui, je suis quand même allé voir ça cet été, j'ai eu l'occasion d'y aller, parce que voilà, j'ai pas été voir beaucoup de films, mais celui-là, j'ai pu le voir. Ah, c'était quand même bien cool, hein, franchement, y a pas à dire. Je vais pas révolutionner la roue sur ma critique de The Suicide Squad, mais James Gunn, ça fait plaisir de voir. En fait, moi, le vrai truc qui m'a fait kiffer, c'est de voir un mec faire un film en se faisant mais trop plaisir, et avec que des gens qui ont l'air de se faire trop plaisir dans le film. Et le gars, il a mis ses potes, il a fait venir sa bande, tu vois, c'est un film de bande. Le mec, il fait venir son frère pour jouer une loutre, et après il fait venir son frère pour faire un caméo. Il fait venir Mantis, Pomme Clémentieff de Gardien de la Galaxie 2 pour faire un caméo de 2 secondes, elle est à moitié nue dans un bar. Tu vois, il te met au casting, il te met les gens qu'il aime bien. Voilà, il te fait... Enfin, tu sens le mec qui s'est fait un film en disant, bon, ouais, file-moi la thune, j'ai mon histoire à raconter, on va se marrer. Le film, oui, il peut pas dépasser les sommets parce que c'est de la série B assumée. Donc le scénar, il est pas faramineux, c'est très bateau. Voilà, maintenant ce que ça brasse en thématique et tout, ça essaye pas de casser trois pattes à un canard, mais c'est jouissif, c'est fun, c'est bien filmé, c'est inventif, c'est irrévérencieux. Ça fait tout ce que tu avais envie de voir avec un film Suicide Squad, c'est clair. Voilà, il y a des trucs très drôles, il y a des trucs qu'il maîtrise. Franchement, c'est une très très belle copie qu'il a fourni Gunn. Moi, je suis pas le mec genre les Gardiens de la Galaxie 1, je suis un des rares qui suis pas. Ouais, moi, je suis un peu sceptique, quoi. Alors que là franchement, tu sens qu'il a les coups des franches. Et en effet, moi, il m'avait foutu une claque, Gunn, avec Super. Super, ça m'avait claqué parce que c'était. Oui, mais mec, what? Surtout que c'était sorti un peu après Kick-Ass, ou un peu, même époque un peu. Donc, ouais, même époque, je pense, un peu après peut-être. Et donc c'était le même pitch, un mec qui décide de se déguiser en super-héros pour devenir un super-héros qui a pas de pouvoir, quoi. Mais sauf que là, ça allait ultra violent, il arrive totalement hardcore et borderline. T'as une scène où le mec se fait violer par Ellen Page. Enfin, tu vois, truc improbable, mais super, super bizarre, quoi. Et là, il a repris ça encore. Tu vois, il y a des séquences de Suicide Squad qui te font trop penser à Super. Et franchement, ça marche de fou. Tu sens qu'il aime plein de trucs de cet univers d'ici et il se fait kiffer. Il se fout pas de la gueule trop de l'ancien Suicide Squad, mais bon, il fout 2-3 taquets quand même pour rigoler. Tu vois, ou plus. Non, pas sur l'ancien film d'ailleurs. Il tacle plus les poncifs des mecs de DC. Et donc voilà, vraiment un film que j'ai bien aimé. J'ai eu la chance de le voir en IMAX à Montpellier, qui est une salle de dingue. L'IMAX de Montpellier, c'est vraiment n'importe quoi. Bah, c'est le seul en fait vrai IMAX, vraie dimension. Et alors c'est vrai que quand tu vois cette salle-là et que tu retournes dans un IMAX des pâtés là, les IMAX numériques, là, tu fais mais les gars, arrêtez d'appeler ça un IMAX en fait. Vous appelez ça juste grand écran. Mais IMAX, non, IMAX c'est vraiment l'écran il te bouffe la gueule.
C'est une image qui est gigantesque juste devant ta gueule, qui est hyper, qui a un format très particulier, donc le film, j'ai même pas dû le voir dans son bon format, mais truc de ouf, les leçons, mais laisse tomber, enfin bref. C'était une séance trop bien, j'ai vraiment pris mon pied, et je vous recommande l'épisode du Marvel Initiative Podcast sur Suicide Squad par James Gunn, qui est fait par Maxime et Sofiane, parce que ils ont dit plein de trucs assez passionnants sur le film, et tu sens qu'ils ont kiffé comme moi, donc y a pas de raison, quoi, y a pas de raison. Et franchement, ouais, j'étais les critiques que je voyais passer sur Twitter étaient dithyrambiques, et franchement, je les comprends. En termes de blockbuster super-héroïque, ça essaye... Ce qui me fait plaisir, en fait, c'est que ça essaye pas de te faire le truc malin, ingénieux, genre Deadpool, tu vois. C'est pas du tout ce registre-là, c'est vraiment... Le mec, c'est un gars qui kiffe Expandables, qui kiffe Les 12 salopards, qui kiffe ces séries, genre quand les aigles attaquent, enfin... C'est ce genre de truc, quoi. Le gars, James Gunn, il avait envie de se faire une série B d'infiltration, action, mais primaire, quoi. Et il l'a fait, quoi. Bra, il te met des gars qui vont buter des gens dans tous les sens pour accomplir leur mission sur cette île. Ça ressemble à Commando, un peu, avec Schwarzenegger. Enfin, tu vois, c'est ce genre de délire, quoi. Et c'est ça qui fait kiffer, c'est que c'est du bourrinos à l'ancienne, comme on n'en voit plus tant que ça. Décomplexé, mais pouf, à mort. Et avec des persos sympas au milieu, tu vois. Mais c'est vrai qu'il y a des fois où tu te dis, bah ouais, ça aurait pu être n'importe quoi. Mais à la fois, c'est ça que la Suicide Squad, je connais mal, j'ai jamais lu de comics, j'ai vu juste les dessins animés et le film. Mais c'est sûr que pour la Suicide Squad, c'est ça que t'as envie de voir. C'est des mecs, en effet, ils sont que eux, il n'y a pas de soldats avec eux comme dans le premier, parce que c'est la Suicide Squad, donc en fait, t'en vois personne d'autre qu'eux, justement. Et ils font des trucs, c'est tous des cons, quoi, enfin des salauds, ou des débiles, ou des mecs un peu border, quoi. Donc si ils ont aucun remords à bousiller un camp de rebelles qui étaient pas du tout contre eux, c'est par erreur. Ils se font kiffer à buter les gens, voilà, c'est des salauds, quoi. Et je trouve que le film arrive à les rendre très attachants assez vite, tout en n'oubliant jamais que ça reste des salauds, pas de problème. Et donc ça c'est cool, voilà. Alors j'ai vu aussi des petites nouveautés, mais sur les plateformes. Eh ouais, j'ai vu The Tomorrow War avec Chris Pratt. Eh ouais, j'ai vu ce truc. Ah, The Tomorrow War sur Amazon Prime. Donc ça raconte une histoire, mais alors capillotractée, mais en veux-tu en voilà, sur les gens du futur qui viennent dans le présent, donc voilà, 2021, et d'un coup au Super Bowl, non, à la finale de la Coupe du Monde, je crois. T'as un portail temporel qui s'ouvre, une armée qui débarque, et qui dit « Ouais, on vient du futur, en fait, on a créé un portail entre nos deux époques, parce que là, on est en train de se faire rouster par des extraterrestres, et donc il faudrait que vous veniez vous battre pour nous. » Voilà, et donc on va suivre Chris Pratt, qui est un mec, un ancien militaire, qui devient prof, mais qui est mal dans sa peau, parce que, en fait, c'est un militaire, quoi. Il n'arrive pas à être autre chose qu'un militaire. Et donc, il part dans le futur, défendre la Terre contre ces aliens, et en effet, les aliens sont redoutables. C'est des gros roosters, ils éclatent tout le monde, et voilà, et c'est le bordel. Grosso merdo, voilà. C'est ça le pitch, et bon, il y a un truc, il y a un rapport familial, tout ça, bon, je vais pas vous passer les détails. Moi, écoute, en vrai, j'ai vu le film avant ou après, mais peut-être même d'écouter le podcast de Capture Mag, les films, ils l'ont décalqué, ils ont dit que c'était une énorme connerie pendant tout le truc. Moi, je suis pas aussi vénère qu'eux. Franchement, je trouve que le film, il est bof, tu vois. Mais au moins, il tente un truc que t'as pas trop vu avant. Voilà, il tente un nouvel univers. Bon, des méchants qui ont pas un design de fou, là, tu vois, j'essaie de m'en rappeler, j'arrive même plus. Oh, ça ressemble à des bestioles, quoi, vraiment. J'ai regardé le design, parce que j'ai même oublié le design des aliens. Ouais, c'est ça, ça ressemble à des espèces de... Ouais, ça ressemble à des espèces de chiens avec des grosses pattes et des tentacules, quoi. Ouais, ça me fait penser à un autre méchant, mais j'arriverai pas à te dire dans quoi, en vrai. Mais bref, bon, design pas faramineux, mais au moins concept un peu nouveau, même si c'est con, même si en effet, si t'essaies de réfléchir à un truc, ça marche pas. En fait, le vrai problème du film, c'est qu'il dure 2h20. C'est qu'un film comme ça doit pas durer 2h20. Ça doit juste durer 1h30 et être sympathique, et puis voilà. Parce que c'est bourrin, mais comme pas permis.
T'as aucun perso secondaire qui est intéressant. Les comédiens sont nuls. Chris Pratt, il est nul. Voilà, il n'y a rien qui va en termes de... Je veux dire, il y a plein de trucs qui vont pas. Mais au moins, le film s'éclate, quoi. Le film s'éclate, ça te balance du blockbuster bourrinos comme tu peux en vouloir par moment. Et pourquoi pas, quoi, pourquoi pas. Après, oui, c'est vraiment, ça vole pas très haut. Il y a plein de trucs qui m'ont... Enfin, bon, moi, en fait, je l'ai vu en me disant... En parallèle de l'écoute du podcast de Capture Mag, donc tu vois, je l'ai quasiment vu en me disant, bah, ils ont dit ça, je vais penser ça, tu vois, je l'ai pas vu neutre, quoi. Et donc ça me faisait marrer parce qu'ils ont tellement dit que c'était débile tout le long, et en fait, pas tant que ça, tous les trucs qu'ils ont trouvé débiles, je trouve qu'ils sont un peu plantés par moments. Mais bon, en vrai, ça reste pas terrible pour autant, hein, c'est juste que, si tu veux voir des mecs avec des fusils qui se tirent contre des aliens assez violents et gore, bah écoute, non, voilà, c'est un peu... c'est vrai qu'il y a des séquences un peu affreuses, quoi. Genre les humains qui tombent du ciel parce qu'ils sont mal téléportés et tout, ça c'est un peu glauque, dégueulasse, quoi. Ouais. Dans les nouveautés, j'ai vu aussi Kingdom, mais alors Kingdom, ils ont fait un préquel en fait. Vous savez, c'est la série coréenne que j'aime beaucoup sur les zombies dans le médiéval coréen, là, qui est trop bien. Il y a eu 2 saisons sur Netflix, trop bien. Et ils ont fait un préquel, ouais, un film d'une heure et demie, d'une heure 40, qui est donc ouais, un film qui... En fait, à la fin de la même saison, tu tombais sur un perso, tu savais pas du tout ce que c'était, qu'est-ce que c'était. Et le film explique tout ça. Il y a une installation qui est très très longue dans ce film-là de Kingdom. Mais une fois que ça part, quoi. Et ça, c'est vrai que c'est pas mal. On est encore une fois sur de la radicalité coréenne, quoi. Ça, c'est clair. Il y a pas... là-dessus, les Coréens, quand même, ils sont redoutables, quoi. Ils ont peur de rien. Quand ils vont faire un truc, ils le font à 2000%. Et c'est jouissif, quoi. C'est plutôt bien filmé, la reconstitution fonctionne bien. Les personnages, ils ont toujours cette espèce de côté un peu froid, mais à la fois, dès qu'il faut créer de l'héroïsme, ou créer de la tension, ou créer de la méchanceté, ils savent appuyer les moments en termes de mise en scène. Enfin voilà, et surtout, ils n'hésitent pas à aller dans le glauque aussi. Donc non, franchement, si vous avez aimé Kingdom, faut le voir, parce que de toute façon, ça fait partie de l'univers et ça fonctionne très bien. Et si vous voulez découvrir Kingdom et pas envie de vous farcir 2 saisons tout de suite, c'est une bonne porte d'entrée, même si ça... Ouais, je pense que ça vient... C'est quand même plus intéressant à découvrir après avoir vu les 2 premières saisons qui se dégustent assez facilement. Hein. Franchement, les 2 premières saisons de Kingdom, c'est du très très bon. Donc n'hésitez pas. Et voilà, bon, ça me fait... Moi, ça fait partie des séries que je préfère actuellement. Parce que c'est un fantasme. Je veux dire, zombie médiéval, c'est quand même 2 mots qui vont très très bien ensemble. Un peu comme Michel Mabel, quoi. Et comme je vous l'ai dit, donc j'étais en vacances avec ma fille, et donc j'ai vu plein de films d'animation que j'ai rattrapé avec elle, que je ne connaissais pas. C'était cool, parce que j'en ai vu plein. Donc ça vaut le coup d'en parler un peu. Alors, on va aller un peu vite sur les films d'animation. J'ai vu Les Pirates, bon à rien, mauvais en tout, qui est donc un film des studios Hardman, les gens qui ont fait Voilà, c'est Gromit. Et donc fait en stop motion et tout ça. Non, d'ailleurs, oui, c'est ça, c'est Gromit et Chicken Run. Hein. Alors, j'ai été grave... C'est particulier. C'est un film que j'étais persuadé que c'était personne qui l'avait fait d'important. Donc vraiment, ça sentait pas terrible, ça avait pas l'air terrible du tout. Et au Festival de La Rochelle, je suis allé voir des trucs, une conférence sur le stop motion. Et j'ai découvert qu'en effet, Pirate... c'était fait par Hardman, parce ils expliquaient le moment où la stop motion s'est associée au fond vert pour réussir à créer le meilleur des 2 mondes, quoi. Entre l'animation et la stop motion, faire un mix des 2, quoi. Et donc je me suis dit, ah putain, mais trop bien, en fait, je l'avais en DVD depuis belle lurette, et ça avait l'air tout nul, et j'ai jamais voulu le regarder. Et donc j'ai eu le créneau, je l'ai vu. Et c'est nul. Non, c'est nul à chier, ouais, c'est super mou. C'est horrible, en fait, parce que tu pars sur un film où c'est pirate, quoi. Tu suis le capitaine d'un équipage de pirates, et tu vois, tu te dis, ça va être l'aventure, la piraterie, tout ça, même en mode Hardman, un peu rigolo. Et en fait, 80% du film se passe à Londres, mais ça, c'est genre interminable. C'est une intrigue avec la reine, et c'est d'une mollesse. C'est faiblard en termes d'intrigue, c'est mou en termes de rythme, il n'y a pas de perso qui vraiment te marque.
Et c'est un peu décevant, quoi. Donc j'ai vraiment... j'ai été grave déçu parce que je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus ouais, rythmé. Et en fait, bah, on va comparer avec un autre film après, justement, on va en parler tout de suite, parce qu'après j'ai vu un autre film des Stewardman que j'avais jamais vu, que j'ai rattrapé, qui est Shaun le Mouton. Et en fait Hardman, à part pour Chicken Run, que je trouve extraordinaire, il faudrait que je revoie d'ailleurs, mais où il y avait des dialogues, mais c'est vrai qu'Hardman, là où ils sont très très forts, c'est dans ce rapport de faire un peu du mime presque. Voilà, c'est gros mythe, il n'y a pas une parole, et ça fonctionne très bien, parce que justement, c'est d'une limpidité totale quand ils font ça, c'est rythmé parce que t'es obligé, t'as pas les dialogues pour rythmer les choses, donc c'est que du visuel, que de la narration visuelle, que de l'humour slapstick visuel, et donc Shaun le Mouton, qui raconte l'histoire d'un fermier qui va en ville, qui perd la mémoire, et son mouton qui part le rechercher, quoi. Et c'est un film, il n'y a pas un mot, l'histoire, elle est racontée uniquement par le visuel et par les péripéties, et c'est trop bien. Et là, franchement, tu vois le niveau qu'ils ont, quoi, parce que là, l'animation, elle donne tout son sens, les gags, ils fonctionnent parce que le rythme, il est parfait, l'histoire, elle est limpide, elle est simple, mais elle est limpide. Voilà, donc ça, franchement, quand t'arrives à ce niveau-là, de réussir à te raconter des choses extrêmement touchantes par des pâtes à modeler sans aucun mot, et que tu te vautres avec un film comme Pirate, où justement tu n'arrives pas du tout à créer des personnages incarnés, à faire des séquences de dialogue qui arrivent à être entraînantes, et que même tu vas jusqu'à saboter un peu ton concept initial de faire un film sur des pirates qui se passe dans une ville londonienne. C'est vraiment décevant, j'ai été un peu déçu par Pirate, donc voilà, ça a été un peu la douche froide. Alors que pour le coup, j'ai vu d'autres films intéressants. J'ai rattrapé les DreamWorks des débuts des années 2000 que j'avais pas vus, parce qu'ils sont sur Netflix, donc j'ai rattrapé La Route d'Eldorado. Alors, je suis pas trop client du film, La Route d'Eldorado, qui raconte donc l'histoire de deux zigotos qui embarquent sur un bateau un peu in extremis et qui se retrouvent perdus une fois qu'ils découvrent le nouveau monde et qui vont trouver Eldorado très vite finalement, et glander à Eldorado en se faisant passer par des dieux. Parce que, justement, l'histoire est bizarre. C'est quand même... c'est-à-dire qu'en fait, tu penses que ça va être une quête... Encore une fois, peut-être c'est l'histoire d'attente et de résultats, mais tu penses que ça va être une quête, tu penses que ça va être la quête d'Eldorado, et en fait, non, les deux gars, ils trouvent Eldorado très, très, très vite. Et en fait, c'est juste l'histoire de deux gars qui glandent à Eldorado, qui se retrouvent à être un peu coincés entre deux camps à Eldorado, à être pris pour des divinités. Il y a un méchant qui va émerger de ça, enfin... Mais c'est très bizarre comme film en fait, parce que c'est pas du tout ce à quoi tu pourrais t'attendre, et qu'il a même pas la structure habituelle de ce genre de film en fait. C'est vraiment surprenant. Et en plus de ça, il a un propos très mature sur l'amitié. C'est très étrange, parce qu'en animation on n'avait pas l'habitude. Et t'as quand même, t'as une scène où le mec se tape une meuf de manière pas du tout enfin je veux dire pas du tout suggéré. C'est clairement il se tape la meuf, il baise comme ça dans le film. Tu fais ah ouais, t'as rien graphique, tu les vois pas baiser, mais je veux dire il baise quoi, c'est totalement pas éludé, donc c'est bizarre, tu vois. C'est genre qui fait ah oui putain, j'avais oublié que ça pouvait que c'était comme ça. C'est vrai c'est DreamWorks, hein, ils se construisaient un peu on va dire en opposition à Disney, avec des films un peu plus matures justement, peut-être. Donc l'histoire d'amitié est même mature là-dessus, hein, parce que c'est rare de voir ça là-dedans, et même l'amitié est assez intéressante, je trouve, sur les deux. Les deux collègues qui sont vraiment des glandeurs et des personnages assez vils. Et donc de prendre ces galants héros, c'était encore dans un film d'animation, c'est pas ultra courant non plus, même si oui, ça reprend un peu la tradition de prendre du Aladdin ou ce genre de truc, mais Aladdin, à part le fait que ce soit un voleur, enfin je veux dire, dès le début du film, il offre une pomme au gamin après l'avoir volé, quoi. Là, ils sont un peu plus vils, les gars, c'est un peu des menteurs et des manipulateurs. Et pour le coup, ce qui m'a le plus interpellé, c'est l'utilisation de la 3D, c'est-à-dire qu'on est au début des années 2000, et tu sens que ça fait partie de ces films qui essayent des trucs avec le fait de faire un film en animation traditionnelle, mais avec des vrais moments de 3D quoi, dedans. Et donc t'as des plans qui sont assez impressionnants, alors qu'on prend un coup de vieux que tu remarques maintenant aujourd'hui, mais qui ont une volonté de te créer des mouvements de caméra que tu voyais pas tous les jours en animation 2D, quoi. Et de mêler ça quand même
à l'animation 2D grâce à la 3D. Et c'est plutôt cool, les vrais travelling arrière comme ça, des plans où tu vois, ils courent et tu as du paysage qui défile, mais de manière assez, enfin, vraiment avec des vraies perspectives et tout ça, que tu n'avais pas avant. Donc, bon, c'est pas devenu un film de chevet, mais c'est très... ouais, c'est assez décontenançant. Je trouve que... Voilà. Ah, il y a des musiques sympathiques, mais pas non plus... on n'est pas dans une comédie musicale à Disney, donc voilà. Et dans les DreamWorks, par contre, celui-là, je l'ai vraiment bien aimé. J'ai découvert Spirit, les Talons des Plaines, que j'avais jamais vu. Donc pour le coup, là, on est dans le film d'après, hein, de DreamWorks. Alors, il y a Le Prince d'Égypte, que j'ai jamais vu de cette brochette-là, qu'il faudrait que je vois. Je crois qu'ils ont tous bidé. Je crois que tous les films DreamWorks en 2D là, de début des années 2000, ils ont tous bidé. Et en parallèle, ils ont eu Shrek qui a cartonné. Et donc, au bout de 3 films, ils ont fait ouais, allez, on arrête les 2D pourris, là, on va faire que du Shrek. Et après, ils ont fait d'autres trucs. Hein. Je crois que Dragon, c'est DreamWorks aussi. Donc, tu vois, ils ont quand même réussi à faire des belles choses en 3D. Ou Madagascar aussi, c'est DreamWorks. Mais en tout cas, en 2D, ils ont très peu de films. Mais c'était intéressant de les redécouvrir. Et donc, pour le coup, Spirit, c'est un très beau film. Franchement, là, très beau film. Donc, ça raconte l'histoire d'un étalon, d'un Mustang dans les plaines de l'Ouest américain, qui se retrouve à devoir lutter pour sa liberté après que des soldats l'aient attrapé. Très beau film. Encore une fois, on a la 3D qui est mélangée avec la 2D pour là des plans mais extraordinaires, notamment sur tout ce qui est course-poursuite. Voilà, le cheval qui s'échappe et comment tu crées du dynamisme dans des canyons, dans des plaines, comment tu suis des troupeaux en train de courir, enfin on dit des troupeaux pour des chevaux, je pense pas, des hordes de chevaux peut-être, ouais, en train de courir, enfin voilà, il y a vraiment une recherche de dynamisme dans la mise en scène par la 3D, qui est encore une fois un film en 2D à la base, qui est très intéressant à étudier, si on aime l'animation, je pense que ça vaut vraiment la peine. Il y a aussi il y a quelque chose qui est assez intéressant parce que on est moins balisé que dans les films d'animation. On a encore une structure pour avoir beaucoup vu de Disney et de Pixar, où la structure, finalement, elle est quand même assez redondante. Voilà, l'univers est toujours riche et foisonnant, mais c'est vrai que les structures sont assez... T'arrives un peu à les deviner à l'avance, quoi, chez Disney et Pixar, surtout Disney plus que Pixar, mais quand même. Là, vraiment, tu sais pas du tout vers où ça va aller, quoi. Tu vois pas du tout la trame se profiler à l'horizon, quoi. Et c'est ça qui est assez agréable, parce que ça a le mérite de te sortir de cette espèce de schéma traditionnel. Ça fait pas des films parfaits, mais ça fait des films qui, au moins, 20 ans après, ont quelque chose à apporter, tu vois, en termes de ce que l'animation pouvait aider. Là, par exemple, le vrai parti pris du truc, c'est que les chevaux parlent pas, ton personnage principal, c'est un cheval, il parle pas, mais par contre, t'entends les humains normalement, mais tu restes du point de vue du cheval, quoi. Tu vois, donc c'est particulier, on n'a pas des films souvent comme ça, où le héros parle pas parce qu'il est de l'espèce qui parle pas, mais les autres espèces se parlent, et donc t'as très peu de mots qui sont dit dans le film. Les seuls mots, c'est quelques humains entre eux, et quand les humains disent au cheval des trucs que tu dirais à ton cheval, tu vois. Il y a un méchant qui est très intéressant, parce que un méchant qui est pas du tout manichéen, qui peut te sembler être un monstre à un moment, mais qui est pas forcément aussi simple que ça, qui a à la fois un rapport... Enfin, qui a pas un rapport... qui est un méchant par opposition à la... En fait, ce qui est un méchant thématique, c'est ça qui est intéressant, qui est pas un méchant moral, qui est un méchant thématique par opposition à la thématique de la liberté du héros. Mais que moralement, le méchant, il est totalement rattrapable, quoi. Et donc c'est vraiment... ça m'a bien plu. Enfin, j'ai vraiment adoré ce film-là. Je sais qu'il y en a un remake ou je sais pas quoi qui est sorti, qui est en animation 3D, qui a vraiment une sale tronche, et il y a une série aussi qui a l'air immonde. Enfin, c'est très bizarre cette licence Spirit, parce que c'est un film qui est sorti en 2002, que personne n'a vu, qui a fait un gros bide, enfin je crois, hein, je pense pas dire des conneries là-dessus, et 20 ans après, ils ressortent le bitonio, ils te font des séries, des jouets, des machins, des trucs, un nouveau film, alors que personne connaissait, quoi. Enfin, personne en parlait, donc c'est très bizarre. Très bizarre. Alors, dans les autres films d'animation, on va y aller vite. J'ai vu aussi, parce que j'ai vu les Schtroumpfs et le Village perdu. Ouais, c'est ça. Donc, de Sony, sorti en 2017. Écoutez, j'ai bien aimé. Je trouvais que c'était
Ça part d'une question marrante, ça part le pitch, c'est pourquoi il y a une Schtroumpfette, une seule. Tu vois, donc ça essaye de partir de l'aberration actuelle des Schtroumpfs, où tu te dis oui, en effet, c'est un village avec que des meufs et que des mecs et une meuf. Et, euh, et donc, bon, bah, essayons de répondre à ces questions. Là, pour le coup, voilà, là, ça rentre totalement dans cette espèce de schéma balisé où, quand t'es un adulte et que tu découvres le film, tu vois, tu sais très bien toutes les déroulées du scénario qui vont avoir lieu. Voilà, t'as aucune surprise, donc ça, c'est pas là-dessus que ça vaut le coup. Mais je trouve qu'il y avait pas mal d'idées, c'était assez inventif, assez poétique, parce qu'ils vont dans, c'est des Schtroumpfs, un petit groupe de Schtroumpfs qui voyagent jusqu'à un village perdu, lointain, pour essayer de trouver des choses. Et il y a plein d'idées sur la nature, les fleurs, l'eau, il y a par exemple une rivière qui vole à un moment. Enfin voilà, des espèces de choses qui sont assez belles visuellement. C'est sympathique. C'est un petit... Alors, je suis plus indulgent avec les Schtroumpfs qu'avec Eldorado, parce que, bah, au final, c'est peut-être plus simple de faire un film balisé et pas très innovant, mais qui, mine de rien, est rythmé et t'offre du spectacle visuel, qu'une tentative comme Eldorado, qui le scénario est tellement patine tellement que c'est préjudiciable, quoi. Donc c'est pour ça que je serais un peu plus rude avec Eldorado qu'avec les Schtroumpfs. Mais non, j'ai été agréablement surpris, parce que j'avais un sale souvenir d'un film Schtroumpf, mais c'était celui où il mélangeait les humains et les Schtroumpfs et tout, avec Neil Patrick Harris, je crois, qui était nul. Et là, franchement, c'était plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Et j'ai vu Le Voyage extraordinaire de Samy aussi. Bah ouais, j'ai regardé plein de films que j'avais jamais vus. Et alors, pour le coup, donc ça, c'est un film allemand. Hein, parce que le titre original est en allemand. Et donc, ça raconte l'histoire d'une tortue. En fait, c'est un Forrest Gump. C'est Forrest Gump avec une tortue. C'est-à-dire que tu suis une tortue de mer de sa naissance jusqu'à quasiment sa mort, où il va voyager à travers l'océan sur une période énorme, en croisant des gens, les recroisant, en voyageant de différents pays, différentes contrées, différentes époques. Enfin, c'est super bizarre en termes de récit, parce que, ouais, encore une fois, pour un film pour enfants, d'habitude, il commence le film avec nous avons une aventure à vivre, et il vit une aventure, tu vois. Et en fait, là, pas du tout, c'est en mode juste la vie de la tortue. Alors, le vrai problème, c'est que c'est très moche, mais alors, très très moche. Ça fait cinématique PS3, c'est d'un vide absolu, et c'est très dommage, parce que t'as envie de voir les fonds marins et tout, mais tu sens que le film, il est fait au rabais, quoi. Et il y a aussi un peu, justement, ce côté où il y a un peu de contemplation, t'as pas vraiment de trame, donc c'est un peu ennuyant, quoi. Et pour le coup, c'est un film qui était fait. Bon, ouais, évidemment, il y a un message écologique pour les enfants, mais bon, je veux dire, ça, forcément, enfin, c'est logique. Tu fais un film sur les fonds marins, tu fais forcément un message écologique qui prend pas plus le pas, mais bon, qui est toujours le bienvenu. Hein. Il y a quelques jolis plans, mais tellement, enfin, en termes de, il y a des jolis plans, en termes d'idées de plans, mais graphiquement, ça tient pas la route. C'est vraiment le problème. Et pour le coup, je l'ai vu en 2D et le film avait l'air d'être généreux en 3D, sur les 3D, enfin vous savez, les trucs avec les lunettes là. Et c'est vrai que c'est un film, Le Voyage extraordinaire de Samy, qui avait l'air de proposer énormément d'effets, de trucs, de sortie de l'écran, genre de trucs, bon, que j'imagine tu voyais en 3D avec les enfants, ça devait être sympa. Donc ça c'est pour... Allez, j'en ai vu un dernier, mais je l'ai pas vu, je suis bête, j'aurais dû en parler avant, parce que c'est un film qui est sorti au cinéma. Eh oui, je suis bête. J'ai vu un film français d'animation qui s'appelle Pile, qui est vachement bien. J'ai adoré en plus. C'est l'histoire d'une gamine qui vit dans une ville, on est en Moyen-Âge, en France, enfin, un peu heroic fantasy. Et elle vit dans une ville, et il y a un. Il y a le fils du roi qui va être en âge de devenir roi. Il y a le régent qui va faire une espèce de. Enfin, va faire une malédiction pour prendre sa place. Et la gamine, elle se retrouve impliquée là-dedans et elle doit aider le roi à reprendre sa place et à lutter contre le sorcier méchant. Donc c'est vraiment... le scénario est un peu basique, mais c'est très sympa. En fait, ce qui est rigolo, c'est qu'en ce moment, je suis pas mal dans le jeu de rôle Aria, qui est donc un jeu de rôle d'Heroic Fantasy. Et en fait, le film, c'est quasiment le même univers, mais mis en film d'animation. C'est très cool. C'est pas très beau, encore une fois, on n'est pas sur de l'animation de ouf, mais il y a des personnages attachants, il y a des blagues assez drôles, c'est simple mais c'est efficace en termes d'histoire et de péripéties, l'univers est foisonnant, c'est de l'heroic fantasy assez abordable pour les enfants, joli film, avec des bonnes idées, avec pas des messages trop lourdeaux qui feraient
pamphlet féministe ou pamphlet d'émancipation. Enfin, tu vois, c'est pas un film qui essaye d'être là à faire du prosélytisme pour une cause particulière. Tu sens que le mec, il a un univers qu'il fait kiffer. Et surtout, ce qui m'a fait plaisir, c'est que c'est un film qui a clairement une identité française, en fait. C'est un film d'animation où quand tu le regardes en tant que Français, il y a des trucs que tu verrais pas dans d'autres films. Notamment, bah, par exemple, il y a des troubadours. Il y en a un, il a un accent, on dirait Francis Cabrel. Et il le joue, mais genre à 200% l'accent, tu vois. Et si t'as pas cet accent-là sur ce personnage, c'est bizarre, tu vois. Tu perds un truc du film. Et tout ça, c'est un peu... Enfin, ce genre d'exemple sur les spécificités un peu françaises, sur les différents accents, les différentes... ouais, des petits détails comme ça, le Moyen-Âge français, des petits trucs comme ça, même si c'est pas du tout, ça n'a pas du tout une valeur historique, mais je sentais que c'était pas... que c'était un mec qui décidait de se dire, bah, putain, on fait jamais d'Heroic Fantasy à la française, là. Bah, vas-y, j'en fais un, quoi. Et grâce à l'animation, il a pu le faire. Bon, voilà. Donc ça, c'est tous les films pour enfants que j'ai vus cet été. Ma fille, elle les a tous vus avec moi. Je peux vous dire qu'elle a bien aimé Pile, vraiment bien. Et je peux vous dire qu'elle a pas du tout aimé les pirates, là. Et que Shaun le Mouton, ça l'a fait chier. Dommage. Et qu'elle a bien aimé... elle a pas trop aimé le Dorado, elle a bien aimé Spirit. Et elle a eu un peu peur sur les Schtroumpfs, sur les villages perdus, et pas trop aimé le voyage extraordinaire de Samy. Bon, voilà, c'est un peu son bilan, ma fille. Mais elle a pas envie de trop les revoir, tous ces films-là. Et je vais peut-être trop biberonner au Disney, au Miyazaki, et au Ghibli pour que d'un coup, dès que tu baisses un peu en qualité, forcément ça accroche moins, quoi, ça accroche moins. Et bon, bah voilà, alors maintenant on va parler des films un peu lambda que j'ai vu comme ça, hein, parce qu'à un moment il faut terminer cette vidéo, et c'est le but. Donc, j'ai été voir en salle grâce à Panic, qui faisait une colo avec Chroma, Panic.Chroma. J'ai été voir Punch Drunk Love, donc le film de Paul Thomas Anderson, que j'avais jamais vu. Donc c'est un réalisateur que j'aime beaucoup, hein, Paul Thomas Anderson, mais que je maîtrise mal. Et donc là, j'ai enfin découvert ce film qu'on me vendait comme son film un peu à part. C'est une espèce de comédie romantique avec Adam Sandler dans un rôle un peu différent de d'habitude et tout. Et bon, oui, la caméra fait des mouvements de ouf, et tu sens la maîtrise du gars dans la chorégraphie et dans le déplacement des acteurs et la gestion de l'espace magnifique. Les couleurs, l'esthétisme est dingue. Les acteurs sont trop forts. Enfin, je veux dire, Adam Sandler, il est vraiment trop fort, il n'y a pas photo à dire, là, c'est vraiment extraordinaire. Mais je suis pas du tout accroché au personnage et à l'histoire. L'histoire, c'est l'histoire d'un gars qui bosse dans une boîte, enfin qui a une boîte même, ouais, qui est genre qui a une boîte où il vend des objets à la con, bref, il distribue des objets à la con pour des hôtels ou des trucs comme ça. Je sais plus ce qu'il vend, c'est genre des salières ou vraiment des objets de merde. Et ouais, ça, il collectionne des bons d'achat pour une marque de gâteaux, tu vois, donc c'est le genre de truc. En fait, c'est l'histoire d'un perso qui est clairement qui est le petit frère d'une famille avec que des meufs, et donc il est sous sous emprise de toute cette famille féminine qui le font craquer, quoi. Il a jamais eu de relation amoureuse, et un jour, bah, il va tomber sur une femme grâce à une espèce d'enchevêtrement de date via une sœur à lui, tout ça, et on va commencer une relation avec une femme, mais le truc c'est que lui il est un peu, il a des pulsions de violence, des pulsions de moments où il est pas bien, quoi. Et en plus de ça, il s'est mis dans un bourbier avec une société de téléphone rose avec une fille qui essaie de l'escroquer. Et donc il se retrouve, oh là, ma caméra est tombée. Et donc il se retrouve à avoir tout ça qui le poursuit, et on est sur un film d'un gars qui est au bord de la crise de nerfs tout le temps et qui est un peu hystérique. Et moi, j'avoue que c'est pas toujours ce qui me parle le plus. Mais bon, je dois admettre qu'il y a quand même un mood, un feelings qui est assez admirable, et des images magnifiques. Mais voilà, c'est pas trop ma cam, quoi. J'avoue, ouais, c'est peut-être un peu trop névrosé pour moi. Et moi, j'avoue que les personnages névrosés, c'est des personnages où j'ai du mal à avoir une accroche sur eux. Mais bon, je recommande quand même, c'est à voir. Voilà. Faites-vous la filmo de Paul Thomas Anderson.
Un jour, on en parlera de Paul Thomas Anderson. Il faudra que je me plonge dedans, mais ça me fera plaisir d'en parler un de ces quatre, après m'être refait tout. Ouais. Il y en a un que j'ai pas vu. C'est Inherent Vice. Je l'ai en Blu-ray, il faudrait que je le voie, mais je l'ai pas encore vu. Et voilà, c'est comme ça. Après, sur Netflix, j'ai découvert un film italien que j'ai beaucoup aimé, qui s'appelle l'incroyable histoire de l'île de la Rose. Donc ça, c'est très cool, parce que c'est vrai que Netflix, par moment, quand tu t'éloignes un peu des canevas habituels américains et tout ça, tu tombes sur des vrais trucs qui font eux-mêmes. Hein. Là, je crois que c'est vraiment un film produit par Netflix et tout, que tu n'aurais jamais vu en fait avant Netflix, en tout cas dans l'économie récente pré-Netflix, parce que c'est un blockbuster italien, quoi, le truc. C'est l'histoire d'un gars, un Italien, qui part un peu par amour et par défiance vis-à-vis d'une meuf qui lui disait qu'il était... bon, bref, qu'il était peut-être un peu chiant, à peu près, décide de se construire une île au large de Rimini. Donc il va construire une plateforme, comme une plateforme pétrolière, où il va faire une île. Et cette île, avec un groupe de gens, ils vont l'investir et il va essayer d'en faire une nation. Mais surtout, en fait, c'est un lieu de teuf et c'est un lieu alternatif. Et tout ça se passe durant les années 60, tu vois. Donc en plus, t'as cette espèce de vibe un peu hippie, flower power, rock'n'roll, machin. Enfin, 60-70. Et c'est vraiment très sympa parce que moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est le fait que c'est un film qui est très feel good. Hein. Bon, ça, c'est sûr. On est sur un feel good movie avec cette espèce de lieu. Moi, j'adore les films sur les lieux. Enfin, j'en parle souvent. Hein. Mais c'est vrai que. Voilà, des films comme L'Auberge espagnole, où on parle de cette auberge, enfin de cette colloque espagnole, des films comme celui-là, où on parle de cette île de la Rose, et par exemple, il y a quoi comme film, ou Soul Kitchen, un film où on parle d'un resto, voilà, c'est vraiment quand ça tourne autour d'un lieu, souvent ou même Everybody Wants Some, de Linklater, où on parle aussi de cette maison, de cette colloque. Voilà, les films qui parlent d'un lieu, qui s'articulent autour d'un lieu, c'est toujours des films que je trouve assez réjouissants parce que quand c'est bien fait, ça te donne trop envie d'être là avec les persos, quoi. Et là, c'est un peu ça. C'est vrai que t'as envie de vivre cette époque avec ces gars qui contournent les lois, qui foutent le bordel. Putain, le meilleur exemple, en fait, c'est Good Morning England, Pirate Radio, là. Ouais. Good Morning England qui parle totalement d'un lieu, ouais, de cette station radio sur un bateau au milieu de la mer. Il y a des vrais parallèles, voilà, c'est le film qui a clairement le plus de parallèles avec l'île de la Rose, parce que on a cette espèce de zone qui est un truc de liberté pure et qui est tellement libre que ça va commencer à faire peur aux autorités juste en face, quoi, sur la mer, la baie d'en face. Et donc il va y avoir des trucs, des espèces de conflits, quoi. Et non, c'est un film que je trouve hyper réjouissant, qui est, comme je le disais, en fait, que je parlais de blockbuster, c'est que, putain, il y a du flouze, quoi. Putain, il y a rien qui fait cheap. L'île, elle est bien foutue, la reconstitution de l'époque, elle est trop bien foutue, t'as même une scène à New York et tout, où tu sens que ils se sont fait plaisir à faire un beau plan, où t'as tout New York reconstitué en années 60, dans la rue, machin, allez, hop, je vous fais le truc vraiment. Les costumes ont de la gueule, les plans ont de la gueule, à la fin, t'as un truc avec l'armée et tout, et c'est pas cheapos. Enfin voilà, quoi, c'est un film qui a de la thune et qui hésite pas à le balancer, et ça m'a fait kiffer. Après, je pense que ce qui manque un tout petit peu, c'est justement un peu plus d'accentuer ce moment, ce côté, putain, c'est trop bien cette île, quoi. Cette île, les moments de teuf, tout le monde kiffe, et des vrais moments de liesse, quoi. Je trouve que ça manque de moments en suspension totale où les persos ils sont au summum du bonheur et t'as envie d'être au summum du bonheur avec eux. Il n'y a pas trop ça. Mais bon, ça reste un film qui est très tendre, qui est joli, qui a un perso principal qui est assez attachant, notamment par son physique. Je trouve qu'il a un physique assez intéressant qu'on voit pas tous les jours dans ce genre de film. Et en plus, c'est bien réalisé. Il y a vraiment des beaux plans, des belles idées de mise en scène. Enfin, c'est quand même pas rien, quoi. Donc c'est un film qui m'a vraiment plu, qui est sorti sur Netflix en décembre. Et en plus, il y a Matilda De Angelis, une actrice italienne dont je suis totalement amoureux. Donc voilà, c'est tout bon. Tout bon. Franchement, je vous recommande grave. Si vous voulez vous faire kiffer, vous plongez dans les années 60 italiennes à coup de reprises C'est quoi la chanson qui est reprise en italien à un moment? C'est Surfing USA. Non. California Dreams. Ouais, ça, il y a la reprise de California Dreams en italien, quoi.
Et c'est trop bien. Enfin, c'est vraiment cette parle de cette époque, c'est trop drôle, quoi. Après, dans les films que j'ai découverts, il y a High Fidelity. Alors, c'est drôle parce que je me fais un cycle Cameron Crowe. Vu que je vais parler de Cameron Crowe à la projection d'Almost Famous, j'espère que vous serez là, je me suis refait ces films. Et en fait, j'étais persuadé, j'ai toujours confondu High Fidelity et un monde à nous. Un monde pour nous. Say Anything en anglais. Parce que les deux ont John Cusack, et que Cameron Crowe, je l'associe au rock'n'roll, et High Fidelity, ça parle d'un gars qui tient une boutique de vinyle à Chicago, et ça parle de musique tout le film, quoi. C'est-à-dire que c'est un film qui te parle de musique tout le film. Et en fait, j'avais lu des articles, j'avais acheté le cinématiseur où il parlait du cinéma rock, et il y a toute une page sur Cameron Crowe, et il y a un article aussi sur High Fidelity, et j'ai mélangé les deux, et j'ai commencé le film en me disant, est-ce que c'est le film... Donc c'est Cameron Crowe qui a réalisé ce film. Et j'étais perturbé tout le film, putain, j'étais là à me dire, mais putain, mais c'est... Est-ce que c'est le film à la fin où il va finir avec... Où John Cusack, il finit avec le Ghetto Blaster au-dessus de la truc et tout. Et donc j'étais paumé, mais... parce que... Enfin, j'étais perdu. Et en vrai, j'ai trop kiffé, justement, parce que c'est un film, donc High Fidelity, c'est l'histoire d'un gars qui vient de rompre, et c'est vraiment ce film sur le trentenaire paumé, tu vois, qui est perdu au niveau de sa relation, et en fait il vient de rompre et il décide de recontacter toutes ses ex pour essayer de comprendre en quoi il aurait foiré, en quoi il mérite d'être toujours seul, quoi, tu vois, c'est à peu près ça. Et le gars, il est blasé, mais il bosse dans une boutique de vinyle, donc la musique a une part très importante, et surtout il kiffe faire des top 5 tout le temps, de plein de trucs. Donc il fait le top 5 de ses ex, c'est comme ça que ça commence, mais après il fait le top 5 des machins, des moments, des chansons, des trucs. Et c'est cool parce que c'est un film assez... avec cette espèce de... C'est un film de début des années 2000, hein, mais avec cette espèce de facilité de la mise en scène où le personnage il apostrophe la caméra, il parle à la caméra, donc t'as ce côté la narration très fluide qui t'embarque très facilement. T'as plein de zik, t'as une de mes chansons préférées qui arrive pas du tout à un moment intéressant du film, enfin. Mais bon, voilà, c'est Sweet Nothing des Velvet Underground, j'adore cette chanson, et oh, Sweet Nothing, et elle y est dans le film, donc rien que ça m'a fait kiffer. T'as Jack Black, qui est énorme, qui joue donc un de ces gars qui bosse dans le magasin de vinyle et qui parle de rock, et qui est trop bon, parce qu'il est hardcore, il est trash, il est extrême, mais il est trop fort, et à un moment il chante et tout, c'est trop bien, franchement c'est trop bien. Donc vraiment belle surprise, tu vois, un film qui a des phrases en plus marquantes, qui a sa phrase culte qui est est-ce qu'on est triste parce qu'on écoute de la pop musique, ou est-ce qu'on écoute de la pop musique parce qu'on est triste, quoi. Et voilà, ça fait marrer sur ce rapport. Et en fait, le perso, ce qui est intéressant, c'est qu'il a un discours sur le matérialisme, et il t'explique que la meilleure chose ce qui nous définit finalement, c'est nos goûts. En vrai. Et donc il te dit, moi j'apprendrai plus sur toi si on fait le top 5 de nos films et nos chansons préférées, que si je te posais des questions sur c'est quoi ton métier, ton truc. Parce qu'en fait, ce que t'aimes et ce pourquoi tu te bats artistiquement, ou en tout cas dans tes goûts de culturelle, et ça définit plus qui t'es qu'autre chose. Et c'est assez intéressant. C'est plutôt cool. T'as Catherine Zeta-Jones qui est magnifique dans le film. T'as toute une galerie. Et moi j'étais perdu en plus parce qu'après j'ai regardé donc Say Anything. Et t'as une actrice qui est aussi là et qui est dans la première scène de Say Anything. Donc j'étais paumé. J'adore découvrir des films en étant perdu. Enfin bref, c'est trop bien, quoi. Bref, et j'ai bien kiffé. J'ai été grave surpris. Et à la fin, en fait, j'ai découvert que c'était pas du tout réalisé par Cameron Crowe. C'est réalisé en fait par Stephen Frears. Stephen Frears qui est un peu passe-partout, tu vois, britannique, qui va faire un film sur un gars paumé à Chicago. Et donc je pouvais pas du tout reconnaître sa patte du tout. Mais voilà, donc j'ai bien kiffé High Fidelity. Je vous recommande grave si vous voulez un film sur la musique ou sur l'impact de la musique pas chez les musicaux justement, juste sur les gens qui kiffent la zik. High Fidelity c'est très bien. Et donc comme je vous le disais, j'ai vu du Cameron Crowe pour me rattraper un peu. J'ai vu donc alors c'est intéressant parce que on va parler vite fait de Cameron Crowe. Non, vous savez quoi, on va pas parler dans cette vidéo de Cameron Crowe. Je vais faire des vidéos à part pour les films de Cameron Crowe que je rattrape au fur et à mesure. Mais d'ailleurs, je me rends compte que j'ai totalement oublié de noter un de ces films, là. Ah oui, oh là, erreur professionnelle.
Voilà, ça fait mal. Donc on parlera de Cameron Crowe dans les petites vidéos dédiées, c'est promis, jusqu'à la projection, je vais faire ça. Donc non, il reste plus beaucoup de films. Écoutez, il nous en reste plus qu'un. Deux, ce sont... Ah non, trois. Ah oui, alors faut vite fait que je parle de celui-là. Le Comeback, qui s'appelle en français en anglais Music and Lyrics, avec Hugh Grant et Drew Barrymore, qui est une comédie romantique, mais alors tout ce qui est plus standard dans la comédie romantique, sous fond de création musicale, et j'aime beaucoup ce film. Je trouve que les deux, ils sont ultra attachants. Hugh Grant, il me fait mourir de rire dans ses ruptures, dans son côté séducteur, qui est à la fois mec cool et qui peut se... Enfin, qui a beaucoup d'autodérision. C'est très agréable. Drew Barrymore, elle est pétillante comme pas permis, et elle est craquante, vraiment. Donc l'histoire, c'est l'histoire d'un gars qui a été populaire dans un groupe de pop des années 80, donc en mode... t'as l'impression qu'il a fait Wham, quoi, le gars. Et en fait, il est tombé en totale ringardisation 20 ans après, quoi, 30 ans après. Et il revient sur le devant de la scène grâce à il revient sur le devant de la scène parce que il y a genre l'équivalent de Britney Spears, tu vois, de l'époque un peu, ou Christina Aguilera, enfin ce style de chanteuse un peu pop, un peu sexuelle, machin, là, qui le contacte pour écrire une chanson. Et il découvre que la fille qui s'occupe de l'appartement dans lequel il est, qui est donc jouée par Drew Barrymore, et ben en fait elle est trop forte pour écrire des paroles. Et donc ils s'associent tous les deux pour écrire des musiques pour cette chanteuse là. Et ils écrivent une chanson qui est trop bien. Mais évidemment, comme ils tombent amoureux, mais bah, voilà, il y a des quiproquos qui vont se créer, des différences sur certains trucs. Alors, en fait, le vrai problème du film, c'est justement qu'il se force à être une comédie romantique avec ce rapport où à un moment, bah, les choses doivent aller moins bien, donc on doit créer du conflit là où il y aurait pu ne pas en avoir. Mais par contre, il fonctionne sur l'alchimie des deux, sur la simplicité, sur le respect qu'il a avec l'univers musical qu'il essaie de présenter. C'est-à-dire que le mec, il est dans un groupe au début qui s'appelle... il s'appelle comment ce groupe ? Ah non, c'est ça, il s'appelle Pop, le nom du groupe, et donc ça commence par un clip, mais ultra kitschos. Ouais, ça ressemble à du AA un peu, enfin c'est super kitschos, et Hugh Grant, il y va, mais à 200%. Et après, par contre, il crée une chanson, et la chanson, elle est trop bien. Et la manière dont il l'a créée et tout, la séquence, elle est trop bien, quoi. J'adore cette chanson, et je trouve qu'il y a vraiment un respect avec ça, et même à la fin, sur le rapport je veux dire, les séquences un peu plus spectaculaires avec la chanson et tout, ça fonctionne vraiment, vraiment, vraiment bien. Et ça, c'est très, très cool. Et il y a des personnages secondaires qui sont très, très drôles. Il y a la sœur de Drew Barrymore, qui est genre une ancienne fan de Hugh Grant, et qui est genre la groupie qui ressort, alors que la meuf, c'est une fille, une businesswoman ultra... tu vois, avec du gros tempérament, qui gère sa famille de ouf et tout, et dès qu'elle entend parler de pop et tout, elle devient totalement dingo. Enfin bref, franchement, c'est un film que j'avais adoré au cinéma à l'époque, et pour lequel j'ai énormément de sympathie. Ça reste une comédie romantique, très standard, mais si on aime les comédies romantiques, franchement, celle-là, et qu'on aime les films avec un peu de musique et un peu original, enfin de la musique originale, et bah celui-là, franchement, je trouve qu'il est très très bon, il vaut vraiment le détour. C'est réalisé par un gars qui a l'habitude de faire plein de films avec Hugh Grant et avec Sandra Bullock. Tu vois, il a fait Miss Detective aussi. Mais il a fait... ok, il a fait plein de films. Mais il a pas fait tant de films que ça. Hein. Il a fait L'amour sans préavis aussi, ce gars-là. Et Graine de Star avec... avec Michael J. Fox. Ah, intéressant. Mark Lawrence, il s'appelle. Bref. Et en plus, ça se passe à New York. T'as quand même un peu cette ville qui vit autour du film. J'ai vraiment bien aimé. J'aime beaucoup le Comeback. 2 derniers films. Promis, là c'est la fin. 2 derniers films. Il y a... Le dernier va être gratiné en plus, c'est ça qui est drôle. J'ai vu un documentaire, donc c'est 2 documentaires. Le premier documentaire s'appelle The Dawn Wall, qui est donc un documentaire sur 2 gars qui décident d'escalader la face de El Capitan, qui est la montagne dans le parc Yosemite. Il y a une phase de cette montagne qui n'a jamais été montée à main nue, parce que... qui n'a jamais été montée à main nue, oui, parce qu'elle est réputée comme étant immontable, parce que c'est une paroi totalement plate, quasiment, avec quasiment aucune machin. Et en fait,
ce documentaire nous permet de découvrir la vie d'un mec qui s'appelle Tony Caldwell, qui est donc un gars qui est devenu... qui fait de l'escalade, quoi, qui est devenu un phénomène en escalade et qui a surtout vécu une épreuve atroce en allant faire de l'escalade au Pakistan ou chez un truc comme ça. En plus, un peu après, il a perdu un doigt et il continue à vouloir faire de l'escalade et à être un mec de ouf. Et donc, il se lance dans l'ascension en une fois. Alors, en une fois, ça veut dire c'est que tu pars d'en bas et tu arrives en haut en faisant des étapes. Hein, et en fait, c'est par... en fait, tu apprends énormément sur ce que c'est l'escalade. Même en termes de sport, de comment ça fonctionne. C'est-à-dire qu'en fait, moi, j'ai aucune notion de comment ça fonctionnait. C'est qu'en fait, donc les gars, ils sont assurés, hein, ils peuvent tomber, ils ont des cordes et tout ça. C'est pas basé sur le risque, plus que ça. C'est vraiment basé sur la performance, de réussir à te dire, tu pars en bas de la montagne, et tu dois monter en haut, t'as des paliers, en fait, que tu dois réussir à passer, qui te font valider... en fait, t'as un camp de base que tu crées à un endroit, et en fait, à chaque fois, tu vas passer des paliers et tu passes des checkpoints. Et une fois que tu as passé le checkpoint, on considère que tu n'as plus besoin de repartir d'en bas pour faire la montée en une fois. Et donc, tu repars du checkpoint. Et donc là, la montagne, tu as genre un truc comme 26 ou 27 checkpoints à faire. Et bah, donc, tu vis cette ascension avec eux, où ils sont deux, et tu as des passages quasi impossibles, où... faut réussir tu vois, enfin, t'en as un qui arrive pas, l'autre qui arrive, et donc l'autre il commence à pas y arriver, enfin, à perdre espoir, est-ce qu'il va arriver à passer ce passage impossible et tout. Et c'est un beau doc, parce que ça te parle c'est un personnage tellement impressionnant, ce mec, Tony Caldwell, là, qui... Enfin, je veux dire, tu suis un mec qui est littéralement hors norme, quoi. Et le mec a une histoire de fou, une histoire dramatique, enfin, il a une obsession qui est improbable, il fait un défi que tout le monde dit, mais t'es malade. Alors, le film en soi, il est un peu mécanique, le dispositif, le fait d'être sur une montagne où tout le monde a accès, et tu vois, tu sens que il y a une infrastructure tout autour de ce qu'ils font, qui est très maîtrisée, fait que t'as pas ce côté peur du vide, et même si l'alpinisme, enfin l'escalade, t'as ça normalement, tu vois, le gars il est quand même à flanc de colline avec 40 mètres de vide, mais tu les vois tellement tomber souvent, et tu sens qu'ils sont assurés, enfin t'as pas du tout ce côté, ce risque de l'escalade, mais donc ça diminue un tout petit peu ce dispositif, le fait que ce soit très encadré, que même tu sens que tu vois, le cadreur il a accroché une corde et lui il filme pépère à la montagne, et des fois tu les vois et tout, mais ça n'en reste pas que l'histoire de cet exploit est quand même extraordinaire. Donc ça fait un film qui est assez haletant, c'est sur Netflix. J'en avais déjà entendu parler, c'est pas mal, mais je pense que c'est moins bon que le gros truc d'escalade dont on m'a parlé, qui est Free Solo, qu'il faudrait que je vois, qui est sur Disney+, qui est ce qui paraît est trop fort. Et là, pour terminer, le meilleur pour la fin. Façon de parler. Donc un film qui est sur Netflix. Ah putain, ce film. Oh putain. Qui s'appelle Expédition Happiness. Alors là, les gars, accrochez-vous. Ah putain. C'est l'histoire d'un couple d'Allemands, mais qui parlent très bien l'anglais, qui ont fait donc tout le film en anglais, qui décident de partir aux États-Unis, d'acheter un bus scolaire américain, de le retaper intégralement pour l'aménager, et de voyager avec ce bus. Donc leur délire, c'est de traverser le Canada, d'aller en Alaska, et après de l'Alaska, de descendre jusqu'à Ushuaia en Argentine, tu vois. Tu te dis, waouh, donc expédition happiness, en mode trouver le bonheur dans le voyage, et la vie sur la route, et le fait de vivre dans un van ambulant, et de se découpler de la vie de tous les jours et tout. Et en fait, t'as l'impression juste de suivre deux connards qui sont partis faire leur petit voyage à la cool, qui se sont filmés, eux, comme des vieux égoïstes, là, et qui reviennent te voir, et qui te montrent leur putain de soirée diapo, quoi. C'est horrible. C'est le pire film que j'ai vu depuis très très longtemps. C'est-à-dire que, déjà c'est chiant. Je veux dire, t'as deux personnes qui partent faire un voyage à la con,
et qui sont là à te expliquer tout le film, à te foutre le seum, en fait. Franchement, c'est un film qui te fout le seum, avec ces deux connards qui... Enfin, ce couple de connards, là, qui voyagent dans leur super beau bus refait, là, et on voit les super paysages, là, et la meuf, elle fait des super bonnes bouffes. Alors, regardez, on dort au milieu des plaines, et y a personne, et là, on reconnecte avec la nature, mais ta gueule, tu vois, c'est vraiment le hipster détestable qui t'a envie de foutre des baffes tout le temps, mais insupportable. Mais c'est pas tout. C'est ça qui est bon. C'est qu'en plus, il raconte rien intéressant. Il n'y a pas un moment où sur la route, ils ont des éliminations de trucs où ils te font dire qu'en fait, le nomadisme, ça voudrait dire ça, et en fait, la société canadienne ou américaine, vis-à-vis de la nôtre, en fait, il se passe ça. Enfin, tu vois, il n'y a pas une analyse de quoi que ce soit qui émerge de cette putain de voyage Instagrammable, là, à la con, là. T'as rien. C'est juste du néant absolu de gens qui juste voyagent et ont des galères par moment. Ouais, j'ai pas mon visa pour aller aux États-Unis. Ouais, je peux pas traverser la frontière. Blablabla, faut attendre. Ah, c'est vraiment déprimant de voyager quand on n'a pas le visa. Mais ta gueule, tu vois. Insupportable. Donc, t'as rien qui émerge. Et en plus de ça, il ne rencontre personne. Je veux dire, il parle à personne. T'as pas une seule rencontre marquante dans le film. C'est-à-dire il traverse le Canada, il te montre un couple qui leur montre des cabanes de pêcheurs pour pêcher sur la glace en été. C'est-à-dire qu'ils voient même pas des gens faire ça, ils vont dans un espèce de camping où il y a des cabanes stockées, où les mecs leur disent, bah voilà, l'hiver, on pêche dans ces trucs, regardez, c'est une cabane que tu mets sur la glace et tu peux pêcher directement à côté de ton lit, machin. Mais mec, enfin, ok, mais là, y a pas... T'es en été, tu nous montres ça, ça n'a aucun intérêt. C'est la seule interaction qu'ils ont dans tout le Canada, tu vois. Tu fais ok, d'accord. Bon, en plus, ils sont à Clébar, et c'est la plus drôle. Et le truc qui est énorme, c'est donc le postulat de base, c'est on part, on va en Alaska. Ça va, ils y arrivent. Ils vont en Alaska, ouais, super beau, ils n'arrêtent pas de te faire chier avec le fait que c'est magnifique, que t'as des plaines partout et des montagnes au loin, c'est génial. Et que t'as très peu de vie humaine, et que leur bus, il fait mal au cul. Voilà, c'est à peu près tout ce que t'apprends. Et leur délire, c'est quand même d'aller à Ushuaia. Franchement, c'est là où tu fais, ah oui, challenge. Alaska, traverser le Canada, les États-Unis, le Mexique, l'Amérique centrale, la Colombie, selon où tu passes, Brésil ou Pérou, Venezuela, Brésil, ou tu vois, Pérou, Chili, machin, là il y a du challenge, tu vois. Et les gars, ils arrivent au Mexique. Au Mexique, ils passent, je crois, 2 jours. Au bout de 2 jours, leur clébard tombe malade. Parce qu'il était malade avant, parce que ils ont maltraité leur clébard, ils trimballent un putain de chien dans un bus où ils vont à la vallée de la mort pour voir le Grand Canyon, il fait 40 degrés, ils ont pas la clim, leur chien il en peut plus, il est malade comme un yinche, il s'est pété la patte en plus avant, enfin tu vois, ils l'ont opéré, enfin bref. Donc leur chien, il est au Mexique, il a 2 doigts de la mort, leur chien, au bout de 2 jours. Alors au Mexique, c'est con parce que forcément, quand tu débarques au Mexique, il t'arrive des trucs, tu vois. C'est pas comme les États-Unis où tu peux voyager, tout le monde s'en fout. Au Mexique, t'arrives avec ton gros bus de ricain, là, tout de suite t'attires des gens. Donc il commence à leur arriver des trucs, genre, ils commencent à se faire accueillir chez une famille, qui leur montre des trucs, qui leur montre une plantation, machin. Ils découvrent qu'en fait le gars, c'est probablement un des plus gros narcotrafiquants de la région. Bon, ils le disent, mais tu n'as aucune preuve de ça. Il commence à leur arriver des trucs chelous, mais au bout de 2 jours, leur chien tombe malade. Ils abandonnent, ils rentrent chez eux, fin du film. Les connards, ils t'ont fait croire qu'ils allaient vivre une aventure de ouf en traversant... parce que le film, il est intéressant, en vrai, c'est là où t'as quelqu'un qui te dit, moi, je vais traverser, je vais partir du haut de l'Amérique jusqu'au sud de l'Amérique, enfin, le continent en entier. La première chose qui te vient en tête, c'est de te dire, ah oui, ça va devenir... tu vas traverser le Mexique, tu vas traverser le Honduras, le Nicaragua, le Guatemala, tu vas traverser tous ces trucs-là avec ton gros bus, là, vas-y, j'attends de voir, parce que c'est là où ça devient piquant. Bah non, au bout de 2 jours, les gars abandonnent, ils rentrent en Allemagne. Génial, merci. Et c'est relou se retrouve à avoir un film qui est sur Netflix, quoi. Et en plus de ça, il y a 0 idée de mise en scène. Je veux dire, il n'y a pas un moment où le mec, il te filme, parce que filmer un voyage, je dis pas que c'est facile, hein, franchement, mais là, en fait, ça fait juste vidéo de vacances, quoi. Enfin, c'est vraiment n'importe quel mec, ou n'importe quel connard qui part en vacances se filmerait de la même manière. Alors, il a un drone, de temps en temps, tu sens qu'il fait des plans, qu'il y a des plans aériens de sa voiture qui avance, là, enfin, son camion qui avance. Mais sinon, il n'y a pas d'idée de plan, il n'y a rien. Il n'y a pas d'idée de narration, il n'y a pas d'idée d'écriture. C'est d'une platitude absolue. C'est détestable. Mais franchement, mais j'ai haï ce film. Parce qu'en plus de me foutre le seum à me montrer des gens qui voyagent
de manière ultra, finalement, pas du tout à la route, hein, tu vois, je sais pas combien ils l'ont payé, leur putain de camion, mais leur bus refait, ils ont dû le raquer bien rush, et ils l'ont bien aménagé comme il fallait. Alors, ils font les travaux, ils ont du courage de le faire, et tout ça, hein, je dis pas l'inverse. Mais le film fout le seum, quoi. Et en plus, leur voyage, il est nul. Il est nul. C'est-à-dire qu'à part voir des beaux paysages mal filmés, donc ça, toi, en tant que spectateur, t'as même pas ce petit plaisir-là de te dire « Waouh, trop beau !» Tu vois, c'est juste ouais, ok, tu filmes une carte postale de manière bateau. Putain, mais je les ai détestés, quoi. Je suis allé au bout du film parce que j'avais vraiment envie de pouvoir vous en parler et dire à quel point j'ai détesté cette merde. Mais voyez-le, pour vous rendre compte à quel point on peut réussir à vendre un film de vacances sur Netflix, quoi. Ah, purée, ils m'ont foutu le seum. J'avais envie de les taper à travers mon écran, quoi, ce couple. Alors que, ils sont pas méchants, hein, enfin, tu vois, mais en plus, ils ont ce côté trop gentil, trop bon, trop bienveillant, trop tout, quoi. Tu te dis, mais il y a un truc, vous êtes des tueurs en série, en fait. Et vous nous le cachez, c'est sûr. Il y a beaucoup trop de temps de... Putain, Happiness Expedition, quoi. Expédition Happiness, non mais ta gueule, mon gars. Franchement, ferme ta gueule, tu vois. T'es là à trouver le bonheur sur la route américaine et tout. Ouais, non mais laisse tomber, là. La hipsterisation, mais de merde. Oh là 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 là. Ah non, mais redoutable. Donc j'ai détesté. Mais je l'ai quand même vu. Mais j'ai détesté. Voilà. Ces connards qui ont failli buter leur chien, en plus, putain. Bon, j'étais me dire, putain, ils vont quand même pas faire buter le chien. Ils vont quand même pas tuer le chien, quoi. Le chien, il va crever, quoi. Le film, il prend un tout autre tournant. T'as un couple avec un chien qui part, le chat, il meurt à mi-chemin. Ah ouais, bah on continue comme le voyage. Non, mais tu vois... Non, mais j'aurais bien voulu les voir en Honduras, ces deux hipsters à la con, là. Se faire shooter et dépouiller leur bus en plein cœur de l'Honduras, putain. Ah ouais, non, franchement, j'ai détesté. Mais bon, les retours sont pas si mal, hein. Y a plein de gens qui aiment bien sur Sens Critique, quoi. Mais là, moi, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible, je l'ai mis 1. Bon, bah voilà. Écoutez, c'est tout pour cette longue vidéo des films d'été. J'ai rien oublié, à part les films de Cameron Crowe, donc je vais faire des petites vidéos séparées. Mais voilà, c'était un été où j'ai pas vu grand-chose d'innovant, et je fais une vidéo très, comme d'hab, en roue libre, hein, sur beaucoup de films. Peut-être que j'ai pas eu d'épiphanie, de réflexion. Ah, mais si, putain, j'en ai oublié un. Enfin, 2. Ah, putain, j'ai encore oublié des films. Ah, putain, quel con. Bon, je vais en parler rapidement, mais putain, ça ne finira jamais, en fait. Si, j'ai parlé de 2 films pour les podcasts La Saga, enfin, en fait, le Patreon des podcasts de Plan Séquence Production. Donc, le podcast Marvel Initiative et La Saga, il y a un Patreon, et on fait des épisodes bonus. Et on n'avait pas d'idée, donc on a fait les films d'été. On a demandé au Patreon de voter. Et les gens du Patreon ont voté pour Midsommar, que j'ai revu, mais je l'ai pas revu en entier. Je l'ai déjà vu au cinéma, j'ai vu la director's, donc j'ai revu la director's cut, mais je l'ai pas revu en entier avant de faire l'émission. Donc, je considère pas que je l'ai revu en entier. Et bon, voilà, donc c'est pour ça que je l'ai pas noté sur Sens Critique, je l'ai pas noté. Mais bon, Midsommar, ça reste... en fait, ce qui m'a plu dans le fait de le revoir quand même, parce que il me manque un tout petit bout de la fin du film dont je me souvenais, c'est que c'est un film qui m'avait assez décontenancé à l'époque où je l'avais découvert. Donc Midsommar, c'est l'histoire d'une fille qui part à un festival dans une communauté suédoise un été, avec son mec et ses 3 potes de fac, à son mec. Et en fait, son mec, c'est un gros connard, et la fille vient de perdre sa famille dans un accident, dans un événement dramatique. Et cette communauté semble hyper bizarre. Et il fait jamais nuit, vu qu'on est au cœur de l'été suédois. Et donc, c'est un film qui m'avait décontenancé au cinéma, parce que j'avais des attentes encore une fois particulières. Je pensais que ça allait être un film horrifique, mais surtout basé sur des gens qui vont dans une communauté, la communauté qui va avoir qui va les éliminer, peut-être un par un, tout ça, enfin un truc un peu slasher presque. Et le film, c'est pas vraiment ça. C'est vraiment plus une étude de miroir, en fait, entre notre société et une autre société qui aurait rien à voir, mais qui sous une couche d'atrocité qui nous choquerait au premier abord, aurait une manière de fonctionner qui pallierait à des problèmes qui finalement existent dans notre société et qui est tout aussi choquant chez nous, mais qu'on aborde pas de la même manière. Rien compris ? C'est normal. Non, mais voilà, en fait, c'est-à-dire que
la première vision du film, j'étais comme les personnages, je débarque dans cette communauté, ils me paraissent tous bizarres et atroces ce qu'ils font, ce qui se passe. Et la deuxième vision du film, finalement, j'étais plus en connexion avec la communauté et critique des Américains et de leur mode de pensée. Et donc, ce qui se passe dans la communauté me paraissait plus sensé et plus compréhensible, même si c'est à l'extrême et qu'il n'y a pas du tout des... Enfin, c'est pas défendable. Mais il y a une logique, en fait, qui existe, qui est assez riche. Et c'est vrai que c'est un film qui vraiment vaut le coup d'être revu pour ça. Parce que, par exemple, au début du film, il y a un suicide. Et le suicide, dans notre société occidentale, c'est vu comme quelque chose d'affreux, qui est extrêmement attristant, et qui est un drame. Alors que dans la communauté, il y a un suicide à un moment, mais qui n'est pas du tout perçu de la même manière, qui est vu comme quelque chose de magnifique, de réjouissant presque, parce qu'ils abordent la vie d'une autre manière. Et donc, forcément, ce genre d'événements peuvent être vus d'une perspective qui est totalement différente de la nôtre. Et c'est assez intéressant de se rendre compte et de se dire qu'en effet, chaque événement qu'on traite, moi c'est quelque chose qui me fascine vraiment au plus profond de moi, c'est ce rapport au bonheur et au malheur. Pour moi, je suis persuadé, à part dans des cas où c'est neurologique, où on a des problèmes neurologiques qui nous empêchent, qui nous limitent, ou dans nos sentiments, où notre cerveau est perturbé psychiquement. Je suis persuadé que le rapport au bonheur et au malheur est un rapport en fait d'environnement plus qu'autre chose. C'est-à-dire qu'on est malheureux par l'environnement qui nous entoure, par la conception qu'on a des choses qui nous entourent. Et que cet état de fait personnel peut évoluer en fonction de l'endroit où on se trouve. C'est-à-dire que si tu es malheureux à un endroit A, peut-être qu'à un endroit B, les choses qui te rendront malheureux te seront perçues totalement différemment et ne te rendront plus malheureux. Rien compris, mais c'est normal. Et ce film, en fait, parle vraiment de ça. Il te montre comment des choses qui sont supposées t'attrister profondément quelque part peuvent être totalement perçues comme quelque chose de libérateur ailleurs. Et alors, je parle pas du délire, le folklore suédois, c'est pas du tout fidèle et tout, je m'en bats les couilles. Enfin, le film, il l'aurait fait dans un pays qui n'existe pas, une communauté nordique qui n'existe pas, je m'en fous, c'est ça l'idée. Enfin, y a parce que je me suis pris plein de commentaires de gens qui disaient putain, la fille c'est pas du tout, c'est un film qui tourne en ridicule les cultes suédois ou le folklore suédois. On s'en bat les couilles, c'est pas ce que le film raconte. Le film il parle d'une communauté, ça pourrait être n'importe quoi, ça pourrait être n'importe où. Bon, le truc c'est qu'il fait jour tout le temps, c'est ça qui est un peu important. Mais que ce soit suédois ou pas, on s'en fout quoi. Je pense, hein, enfin perso. Et voilà, donc c'est un film qui est assez intéressant là-dessus. Et j'avais raté plein de lectures au premier visionnage, notamment sur la toxicité de la relation qu'elle a avec son mec, la lâcheté globale des hommes qui l'entourent. Voilà, plein de trucs comme ça qui sont assez intéressants, et ça reste un film qui est extrêmement gênant, dérangeant, qui a des scènes très très violentes et dures, et qui est éprouvant sur la longueur, et qui arrive à te créer un malaise qui s'immisce doucement en toi jusqu'à la fin, avec des moments vraiment, vraiment, vraiment rudes. Donc ça, c'était pour le premier film qui est donc dispo en critique avec Maxime et Sofiane dans un épisode spécial du Patreon. Si vous souscrivez au Patreon de Plan Séquence, c'est pas très cher, hein, c'est 3 ou 5 euros par mois, et vous avez accès à plein d'épisodes bonus. Max et Sofiane, ils ont fait toutes les séries du MCU avec un épisode par semaine. On a fait plein d'épisodes bonus sur plein de trucs. Franchement, si vous aimez nous entendre parler de ciné, n'hésitez pas, parce que vous aurez accès à plein de trucs bien cool. Et le deuxième film qu'on a vu, c'est un film qui est assez méconnu en France, qui s'appelle Hot Wet American Summer, qui est un film qui a un casting de dingue, avec il y a Paul Rudd, il y a Elizabeth Banks, il y a qui d'autre, il y a merde. Ah putain, le trou là. Bradley Cooper, Amy Poehler, enfin voilà, il y a quand même énormément de gens. Il y a aussi le gars qui joue dans Brooklyn Nine-Nine, je sais plus, enfin, il y a énormément de têtes connues qui sont dans ce film, et ça raconte en fait le dernier jour dans un camp de vacances américain, un camp d'été, là où on se met des flûtes dans des orifices, là, dans les années 80. Donc c'est le dernier jour, et c'est un film où on va suivre principalement les monos, les mecs qui s'occupent des gamins dans ce camp. Et c'est totalement débile et absurde, mais c'est très bizarre comme film, c'est très bizarre. Parce que c'est choral, on a plein de trucs d'histoires, de petites histoires qui vont évoluer tout le long de cette journée.
Alors moi, ça m'a un peu perturbé parce que je trouve ça mal géré en termes de temporalité. J'ai l'impression t'as l'impression en fait que les gars se connaissent pas du tout alors qu'ils ont passé un été ensemble et que cette dernière journée est le seul moment où ils commencent à se parler. Mais en fait, vu que c'est absurde, le film, bon bah tout passe et ça devient, t'as vraiment des vrais moments d'absurdité totale. Bon, je suis pas un gros client. Bon, j'avoue que ça se regarde sans trop de problèmes. Hein, c'est plutôt agréable à regarder. Ça passe vite, c'est une petite comédie. Mais j'ai un peu de, je dirais que le ton me perturbe quoi. Parce que c'est à la fois ultra con et ça essaye quand même par moments de jouer sur certains registres au premier degré, et après ça va les bazarder comme s'ils en avaient plus rien à foutre ou ils se foutaient de notre gueule. C'est un peu entre la parodie, la satire, le pastiche. Voilà, enfin, c'est un espèce de pot pourri de plein de registres humoristiques, mais mis dans ce cadre de le camp de vacances américain, avec ces parodies de plein de films qu'on n'a jamais vus nous, qui sont les comédies américaines des années 80, de ce registre-là, les trucs avec... genre Vacation, là, avec le mec de Community, là, comment il s'appelle? Ah putain, mais c'est bon, je suis à un moment où je me souviens d'aucun de nom, là. C'est horrible. C'est horrible. Ah, mais il s'appelle comment? Putain. Je connais que lui, en plus. Ah non, c'est pas vrai, parce que je connais d'autres acteurs, mais... Chevy Chase, voilà, ça fait partie de ces... T'as l'impression qu'il parodie un peu les films de vacances avec Chevy Chase, ce registre-là, qui sont pas des films qu'on a beaucoup vus, et mine de rien, Hot Wet American Summer, c'est culte aux États-Unis, mais en France, personne ne le connaît. Et d'ailleurs, c'est tellement culte que Netflix ont fait 2 séries dérivées de ce film. Ils ont fait une série donc 15 ans après, qui était un préquel, qui était une mini-série où c'était sur la première journée du camp. Alors ce qui est rigolo, c'est que les comédiens jouaient le même rôle sans aucun artifice de maquillage ou quoi, 15 ans après. Donc ils jouent, déjà que dans le film, ils sont tous beaucoup trop vieux pour jouer leur rôle. Genre t'as une meuf qui a 25 ans qui dit à la fin, mais j'ai 16 ans, tu crois quoi? Tu crois pas une seconde? Mais là ils jouent les gamins qui ont encore 16 ans alors qu'ils ont 35 ou 40 ans, c'est encore plus débile. Mais ouais, ils vont à fond dans la connerie. Et t'as une autre série qui est la même chose, mais 10 ans après, là pour le coup, où on retrouve les gens du casting 10 ans après, quoi. Voilà, donc c'est pour dire à quel point ce truc a marqué, a été, tu vois, a gagné en culte au fur et à mesure du temps, parce que ça a bidé quand c'est sorti. Et finalement, bah, pour que ça finisse à faire 2 séries Netflix, c'est globalement parce que le casting est assez flippant. T'as tellement de monde connu, ou qui sont devenus connus par la suite. C'est le premier rôle de Bradley Cooper, par exemple. C'est quasiment le premier rôle d'Amy Poehler aussi. Enfin, là, t'as plein de gens qui vont devenir ultra connus. Amy Poehler, c'est Parks and Recreation. Bradley Cooper, c'est plein de films, notamment Rocket Raccoon dans le MCU. Ce qui est pas rien. Ouais, ce qui est pas rien. Rocket Raccoon. Non, voilà. Donc je l'ai vu. Je sais que Sofiane et Maxime m'ont beaucoup plus aimé que moi. Moi, j'étais un peu perdu dans ce film, mais il y a quand même quelques blagues qui font mouche. Et voilà. Bon, bah, ce coup-ci, c'est bon. J'ai vraiment fini. J'ai parlé de tous les films que j'ai vus. Donc, ça m'a fait plaisir. Ça dure bien 2 heures, cette vidéo. Hein? S'il vous plaît. S'il vous plaît. En fait, je stresse. Je vous avoue, en fait, c'est horrible parce que j'ai l'impression de faire une pièce de théâtre et de réussir à faire venir les gens voir ma pièce, alors qu'en fait, je diffuse juste un film que je kiffe, quoi. Mais donc je suis là à faire la promo, à faire en sorte que les gens viennent, parce que je serais trop content de faire venir du monde pour voir ce film que j'adore avec du monde, en fait. Mais c'est stressant, hein. Franchement, j'avais oublié, mais parce que j'ai pas enfin, je cultive hyper mal mon audience, je suis pas assez bankable, je fais pas assez de vidéos, ouais, c'est compliqué j'ai un peu lâché, quoi, YouTube, de manière efficace, donc forcément je suis pas une espèce de personnalité qui arrive à faire venir du monde, quoi. Donc j'ai peur qu'il n'y ait pas grand monde. Je suis un peu sceptique sur le fait que du monde puisse venir, mais écoutez, si vous hésitez, ça me fera très plaisir que vous veniez, parce que ça peut être une soirée vraiment cool, quoi. Et partager un film que j'aime plus que tout au monde avec vous, ce serait vraiment très 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 cool, et surtout vous rencontrer pour discuter, parler de Cinoche, un peu tous ensemble durant toute la soirée, ça peut vraiment être sympa, quoi. Voilà. Bon, bah en tout cas, merci énormément d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve bientôt pour des vidéos sur les films de Cameron Crowe, histoire de vraiment vous donner envie d'aller voir Moss et Mousse avec moi le dimanche 12 septembre, vraiment. Et non, il y a d'autres vidéos qui vont arriver, doucement mais sûrement. Je vais essayer d'être plus régulier que l'année dernière, on va se remettre un peu dans le jus. Je vous promets pas que ma chaîne va redevenir ce qu'elle a pu être à une époque. Mais je m'engage à refaire un peu des vidéos travaillées. C'est mon but là, de me remettre à faire de temps en temps des vidéos essais un peu chiadées, parce que ça commence à me manquer. Voilà. Bon, en tout cas, merci énormément. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo,
Et d'ici la prochaine, bonne toile.